Bonjour à tous, donc on va démarrer cette conférence. On est déjà 100 personnes sur le Zoom, ce qui est un très beau nombre. Donc nous sommes des étudiants des associations écologistes de HEC, Centrale Supélec et l'ENS Paris-Saclay. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence intitulée Décroissance, quel système démocratique et économique pour une décroissance réalisable avec l'économiste Timothée Paric. Je vais laisser Antoine vous présenter la suite. Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Moi, c'est Antoine Millière de Esper à HEC. Cette conférence s'inscrit dans le cycle de conférences interécoles HEC, ENS Paris-Saclay et Centrale Supélec, au-delà du PIB vers une économie durable, dans laquelle nous avons déjà reçu des invités comme Gaël Giraud, Philippe Biwix, François Adriens, Yann Moulier-Boutang ou encore François Liéget. Euh, Timothée Paric, que vous êtes économiste et vous avez réalisé une thèse, une thèse nommée The Political Economy of Degrowth en 2019 avec l'Université Clermont-Auvergne et l'Université de Stockholm. C'est ça. Dans cette thèse, vous décrivez le besoin de refonder notre vision de la croissance avant de proposer des solutions politiques et économiques pour rendre un système décroissant réalisable et fonctionnel. Vous proposez une réflexion notamment sur la propriété, le travail et l'argent, ainsi qu'une stratégie de transition vers ce nouveau projet de société dans la troisième partie de votre thèse et sur laquelle nous souhaiterions un peu se concentrer. Merci beaucoup Timothée d'être présent parmi nous ce soir et merci à tous nos spectateurs d'être venus écouter cette conférence. Vous pourrez poser vos questions dans le chat pendant la conférence et nous laisserons du temps après la présentation pour un temps de débat un peu plus interactif. Voilà, donc on va commencer par les premières questions. Mathieu, je t'en prie. Oui, donc vous avez réalisé une thèse sur la décroissance. Donc, pour commencer la conférence, on aimerait d'abord voir avec vous ce que signifie la décroissance, en quoi c'est différent du terme de post-croissance qu'on entend parfois dans les débats, et pourquoi a-t-on besoin de penser de la décroissance? Est-ce parce que notre modèle de croissance actuel n'est pas durable? S'il n'est pas durable, pourquoi? Et comment la décroissance pourrait aider à résoudre ce problème? Super. Eh bien, écoutez, je vais commencer par partager mon écran. Comme ça, vous avez en direct euh, quelques définitions. Là, justement, je suis en train de préparer un papier que j'ai intitulé « 101 définitions de la décroissance ». Donc voilà, j'ai essayé de collecter un grand nombre de définitions pour pouvoir en extraire des caractéristiques, voilà, des grandes caractéristiques. Et là, vraiment, les quatre aspects de la décroissance qu'on retrouve dans toutes les définitions, c'est cette espèce d'idée d'avoir un régime biophysique. Donc, c'est ça, la décroissance des pressions environnementales, un rétrécissement du volume de la production et de la consommation pour pouvoir réduire un petit peu l'utilisation des ressources, mais qui soit à la fois vecteur d'une réduction des inégalités, d'une augmentation du bien-être et d'une amélioration de la démocratie. Donc, voilà, on a vraiment ces quatre caractéristiques dans la décroissance, donc la soutenabilité, la justice, le bien-être et la démocratie. Donc, la différence entre décroissance et post-croissance, bon, dans la littérature aujourd'hui, les gens qui utilisent ces deux termes parlent un petit peu de la même chose. Moi, dans ma thèse, j'ai essayé de faire la différence en disant la décroissance, c'est la transition d'une économie centrée sur la croissance comme on a aujourd'hui à une économie qui serait donc moins centrée sur la croissance qu'on pourrait appeler une économie post-croissance. Donc, moi, c'est vraiment la différence que je fais. Après, il y a bien sûr une histoire de sémantique et de communication, on pourrait y revenir. Il y a des gens qui n'aiment pas tellement le mot décroissant parce que c'est pas, ça peut-être fait référence à une perte, à quelque chose de négatif, alors que parler de post-croissance et aller de l'avant, ça fait plutôt une connotation à un progrès. Mais pour moi, c'est la même chose. Et donc, sur la question sur voilà, c'est quoi le problème en fait avec la croissance? Là, je vais changer de slide pour vous mettre un petit peu le cadre analytique que j'ai développé dans la première partie de la thèse, où j'essaie justement de montrer qu'une économie centrée, qui a un besoin constant de croissance, va vite se heurter à des limites écologiques et sociales et politiques. Donc, c'est un petit peu le triptyque que j'ai. La première,
on la connaît bien, les limites biophysiques, c'est que la croissance dans des pays déjà développés qui ont des habitudes de production et de consommation qui sont lourdes en pression environnementale, et ben cette croissance qui aujourd'hui est toujours couplée à l'utilisation des ressources, et ben va générer des problèmes environnementaux. Donc là, on a les limites biophysiques. Alors, on pourrait dire, bien sûr, oui, pas de problème si on a la croissance verte, c'est-à-dire si on arrive à découpler le PIB des pressions environnementales, mais pour l'instant, ça, on n'y arrive pas. Donc, l'argument décroissant de dire si on ne peut pas découpler la croissance de ses conséquences sur l'environnement, eh ben, autant essayer sélectivement de réduire les activités économiques qui sont les plus lourdes sur l'environnement. C'est la première limite biophysique. La deuxième limite, elle est un petit peu moins connue. Et moi, dans la thèse, je l'explique comme ça, vraiment, même si on avait un environnement infini avec plein de ressources, des écosystèmes indestructibles, sans problème, il y aurait quand même des limites sociales à la croissance. Ça vient d'une école de pensée hétérodoxe en sciences économiques qui s'appelle l'économie féministe. Et les économistes féministes, ce qu'ils étudient beaucoup, c'est les activités économiques qui ne sont pas monétarisées, ce qui se passe un petit peu dans l'ombre du PIB, on pourrait dire. Donc, par exemple, vous travaillez, vous fabriquez des voitures, vous donnez des cours, vous êtes médecin. 8 heures par jour ou plus, vous travaillez et vous êtes payé pour ce travail. Mais pour pouvoir ce faire, il faut ce qu'on appelle en économie féministe qu'il se passe beaucoup d'activités reproductives, c'est-à-dire il faut se reposer, il faut être heureux, il faut renouveler son stock de connaissances, il faut se sentir en sécurité, il ne faut pas être déprimé. Toutes ces choses-là qui puissent faire que le jour d'après, on puisse revenir à son travail et créer de la richesse. Et on se rend compte en fait que la croissance étant, on va dire, une accélération ou une expansion de la sphère de marché, que quand on a croissance économique, eh ben, ça vient monopoliser des ressources, notamment des ressources en temps, pour la production de marchandises sur le marché. Et ce temps qui est monopolisé sur la sphère du marché ne peut plus être utilisé pour s'adonner à des activités reproductives ou s'adonner justement à des investissements dans des activités reproductives. Par exemple, pour se sentir en sécurité dans son quartier, il faut connaître ses voisins, des choses comme ça. Pour connaître ses voisins, il faut prendre le temps de se connaître. Pour avoir une démocratie qui fonctionne, eh ben, il faut prendre le temps quand il y a des élections de discuter, de débattre, de s'informer, des choses comme ça. Et pareil, pour pouvoir peut-être s'éduquer, il faut prendre le temps de prendre des cours, des choses comme ça. Donc là, la limite sociale, c'est d'ailleurs au bout d'un moment, le marché il va s'étendre et il va exercer une pression sur la sphère des activités reproductrices qui va venir limiter la croissance potentielle sur le long terme. Donc, c'est la deuxième limite. Et la troisième limite, et c'est pour moi l'une des plus intéressantes, c'est de se dire, bon voilà, dans un pays comme la France, où on a déjà atteint un haut niveau de revenus par habitant, où la croissance est faiblement corrélée à la création d'emplois, où la croissance n'est plus corrélée à beaucoup de facteurs qui expliquent les standards de vie, la santé, l'éducation, la démocratie, l'égalité de genre, des choses comme ça. Et ben, on peut se demander à quoi bon justement organiser toute une économie pour qu'elle puisse produire une croissance économique rapide si ça ne crée pas d'emplois, si ça ne réduit pas la pauvreté, si ça ne réduit pas les inégalités et si ça n'augmente pas le bien-être. Donc voilà, moi c'est ma triple critique de dire le problème de la croissance, c'est qu'elle est écologiquement insoutenable, socialement insupportable et politiquement inutile. Encore une fois, il faut contextualiser, ce n'est pas la croissance en général, on va dire que la poursuite d'une croissance additionnelle dans des pays comme la France qui se sont industrialisés tôt et qui ont déjà atteint des hauts niveaux de revenus par habitant. D'accord. Merci pour cette rapide introduction. Souvent, la décroissance sur les plateaux et dans le débat public est assimilée à une récession, à une catastrophe sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la décroissance est différente d'une récession? Là aussi, j'ai le slide parfait pour cette situation. Le voilà, décroissance versus récession. Bon, les grandes différences, les voilà. La récession, c'est l'accident économique. C'est quand une économie, il y a quelque chose qui ne marche pas, la récession se produit, il y a des conséquences sociales désastreuses, des conséquences écologiques aussi désastreuses. Là, beaucoup de gens ont bien sûr montré que
pendant les récessions, il y a des baisses de court terme des émissions, bien sûr, parce que l'économie ralentit, mais il y a aussi une baisse des investissements dans les énergies renouvelables, dans la préservation des milieux naturels, des choses comme ça. Donc, sur le long terme, vu que les émissions reprennent dès que l'activité économique reprenne, les récessions, ce n'est pas forcément bon pour l'environnement. Mais il y a d'autres aspects. La récession, voilà, elle est subie, elle est imprévue, elle est incontrôlée, elle est temporaire, elle frappe les plus pauvres. Elle frappe d'abord les plus pauvres, elle est insoutenable financièrement parce que bien sûr, pendant une récession, les activités économiques se contractent et donc le budget public va se contracter lui aussi, vu qu'en France, on a 90% du budget public qui vient de la taxation des activités économiques. Donc, voilà, une économie en récession, au bout d'un certain moment, il va y avoir un très gros problème au niveau du financement de l'État. Donc, voilà, la récession, c'est l'accident économique. La décroissance, c'est pas la description d'un phénomène qui pourrait arriver. Oh, tiens, on était en décroissance le trimestre dernier. Non, la décroissance, c'est un concept comme on parle de développement durable ou de transition juste. On va dire que voilà, c'est un plan. On pourrait dire comme ça, voilà. Moi, j'aime bien la voir comme ça. La décroissance, c'est un petit peu le plan B après 20 ans de tentatives d'avoir une croissance verte et se rendre compte qu'on peut avoir un petit peu de croissance verte, mais pas autant qu'on le voudrait et pas aussi vite qu'on le voudrait. Et donc, on va devoir faire un effort extra. Et cet effort extra va donc être une transition anticipée. Ce n'est pas quelque chose, on n'appuie pas sur un bouton et ensuite on voit ce qui se passe. C'est ce que j'ai essayé de faire dans la thèse. Il faut penser les connexions entre le travail, la monnaie, la propriété et bien d'autres choses. Après, il faut que ce n'est pas quelque chose à être décidé par quelques ingénieurs ou quelques économistes, mais c'est une grande discussion de société. Donc, à la différence d'une récession, la récession, c'est le choc exogène, ça vient de l'intérieur, personne ne le planifie vraiment, personne ne le discute. La décroissance, donc voilà, elle a un petit peu l'objectif de remettre à plat un petit peu les règles de l'économie. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est un petit peu, voilà, se retirer, prendre une certaine distance par rapport à l'économie telle qu'on l'a aujourd'hui et se demander, voilà, est-ce qu'on ne peut pas réorganiser certaines institutions pour qu'elles soient plus performantes en termes de soutenabilité, de justice, de bien-être et de démocratie. Il y a l'aspect redistributif, j'en ai déjà parlé. Donc, quoi qu'il se passe pendant la transition, il faut bien sûr que ça améliore la position de ceux qui sont le plus vulnérables aujourd'hui, sinon il y a quelque chose qui aura raté. Il faut que ça soit soutenable financièrement aussi, parce que la décroissance, ce n'est pas quelque chose de temporaire, dans le sens où on veut venir réencastrer, j'utilise le mot de réencastrement qui vient de Karl Polanyi, de la grande transformation de 1944, c'est ce livre classique en économie, donc réencastrer l'économie dans l'écologie. Donc ça veut dire qu'il faut faire ce régime biophysique, retourner à, on va dire, un débit biophysique qui soit au rythme des environnements naturels, sans créer d'exploitation, et y rester. Et donc, y rester, ça veut dire aussi que socialement et économiquement, il faut pouvoir continuer à organiser l'État-providence, les systèmes de retraite, les systèmes de santé, les investissements dans plein de choses, les énergies renouvelables, mais bien d'autres choses, faire face à des défis d'aujourd'hui, les défis qu'on ne connaît pas encore. Donc, de la même manière qu'il faut organiser ça aujourd'hui dans le capitalisme de croissance qu'on a, après une transition décroissante, donc on pourrait dire dans une économie post-croissante, il faudra bien sûr qu'il y ait des institutions qui fassent la même chose. Merci beaucoup. Dans votre thèse, vous mentionnez 3 interprétations du concept de décroissance: une réduction, une émancipation et une destination. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette différence? C'est ça. Alors, moi, ce que j'avais fait, j'ai écrit dans ma thèse un chapitre sur l'histoire de la décroissance. Le concept de décroissance, il est apparu en France en 2002, où les gens parlaient de décroissance durable. C'était un petit peu le pied de nez au concept de développement durable à l'époque, qui se concentrait beaucoup sur la croissance économique. Et je me suis dit, je vais étudier l'évolution des définitions de la décroissance depuis 2002. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu les pages Wikipédia en espagnol, en italien, en français, en anglais qui se sont créées au fil des années. Et j'ai fait l'historique de tous les changements sur ces pages Wikipédia. J'ai comparé ça aussi avec les définitions dans les livres, dans la littérature, pour regarder un petit peu comment ça a évolué. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 3 grandes étapes dans l'évolution du concept de décroissance pour qu'il en arrive au concept qu'on utilise aujourd'hui. Le premier, c'était le régime biophysique. Au début, la décroissance, c'était juste ça, moins. C'était un petit peu mettre
l'accent sur il faut réduire la production et la consommation. Dans le sens, vu qu'on n'a pas la croissance verte, on ne peut pas avoir à la fois la soutenabilité écologique et une augmentation de la production et de la consommation. Il va falloir choisir, il faudra faire des compromis. Mais bon, ça, au fil des années, il y a quelque chose d'autre qui s'est développé. Et ça, c'était l'idée de dire que c'est bien beau de dire qu'il faut réduire la production et la consommation, mais ça ne va pas marcher dans un système, dans une économie capitaliste où tout est organisé en fonction de l'augmentation de la production et de la consommation. Donc là, c'est le deuxième aspect, l'émancipation. C'est-à-dire que là, la décroissance a changé un petit peu de stratégie, enfin les gens qui utilisaient le concept de décroissance pour dire pour pouvoir réduire la production et la consommation, encore une fois, pour pouvoir atteindre la soutenabilité écologique, il va falloir s'émanciper de certains modes de pensée, de certaines pratiques, de certaines institutions qui sont chères à l'économie de croissance qu'on a aujourd'hui. Donc, deuxième aspect. On avance au fil de quelques années et là, on se rend compte encore que la décroissance évolue en termes de stratégie, de se dire, bon, c'est pas seulement… il ne faut pas seulement se dire qu'est-ce qui se crée une certaine distance par rapport au capitalisme et juste s'émanciper de choses. Il faut aussi se poser la question de quelle économie on voudrait vivre, développer un petit peu une utopie économique dans le sens positif du terme, c'est-à-dire des projections anticipées d'une économie possible dans le futur. Moi, je dis inventer l'économie du futur. Donc là, c'était le troisième aspect, la décroissance en tant que destination. Et quand aujourd'hui, on regarde les définitions ou les papiers, les livres qui s'écrivent sur la décroissance, on voit vraiment qu'il y a ces trois caractéristiques qui viennent s'entremêler. Merci beaucoup. Donc, pour atteindre cette destination, dans votre thèse, vous proposez de réfléchir sur les notions qui sont très importantes au sein de l'économie, c'est-à-dire la propriété, le travail et la monnaie. En quelques mots, avant de rentrer plus dans le détail dans cette conférence, est-ce que vous pouvez nous présenter les idées que vous avez sur ces trois éléments, que sont la propriété, le travail et l'argent? Est-ce que vous proposez comme réforme pour les changer, pour les rendre compatibles avec un système décroissant? Alors, ça, c'est un petit peu le… Quand j'ai commencé la thèse et qu'on fait de la macroéconomie théorique comme ça, c'est vrai qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qui fait fonctionner une économie. Si je veux un petit peu avoir le squelette institutionnel de notre économie aujourd'hui, qu'est-ce que je regarde? Et bon, au début, j'avais une liste interminable d'institutions. Je me suis dit, il faut que je trouve une typologie, vraiment les trois institutions clés pour cette transition, pour passer d'une économie de croissance à une économie de la post-croissance. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à cette triade de propriété, travail et monnaie. Et ça m'a permis… Mais je les comprends pas seulement en économiste, parfois presque plutôt en chercheur des sciences sociales, de voir que le travail, par exemple, ce n'est pas seulement le travail salarié au sein du marché, c'est tout simplement l'utilisation du temps et des efforts des êtres humains. Donc là, on voit qu'on retombe vraiment à une définition anthropologique du travail. Et c'est là la question fondamentale encore de démocratie économique. Qu'est-ce qu'on passe notre temps à faire et pourquoi? Pareil pour la propriété. La propriété, je vois qu'il y a un petit mix en anglais-français sympa. OK. La propriété, c'est la définition même d'une ressource. Alors là, nous autres économistes, on travaille avec ce concept de ressource, mais il y a des choses, avant qu'elles deviennent ressources, qui sont autre chose. Donc, je ne sais pas, un arbre dans une forêt, avant qu'il devienne une ressource sur un marché, une marchandise, il est peut-être utilisé par quelqu'un, ou il a peut-être même le droit intrinsèque d'exister pour certaines communautés. Donc là, la question de la propriété, encore une fois, elle vient questionner notre relation non seulement entre nous, quand on vient créer de la richesse, par exemple, au sein d'une entreprise, au sein de l'État, quand on parle redistribution des possessions, que ce soit de la monnaie, de l'accès à des ressources, mais aussi ce que ça s'appelle la prédistribution en économie, de la relation que nous avons avec la nature et avec aussi le travail des autres, avec les compétences des autres, avant que toutes ces choses deviennent des ressources quand on les mobilise pour produire quelque chose. L'argent, et là aussi, on ne parle pas seulement de la banque, des marchés financiers, même si bien sûr on va en discuter. La question de la monnaie, c'est la question de la valeur. C'est comment socialement, et là on peut voir vraiment, il faut approcher ça avec le cadre de la sociologie, comment est-ce qu'on vient socialement créer, préserver, échanger de la valeur?
Donc voilà, ça c'est la triade. Et après, je pense qu'on va aller dans les détails pour chacune. Oui, justement. Alors, on va commencer par la propriété. Comment vous proposez de modifier, de transformer l'idée de propriété dans une société post-croissance? Voilà mon petit agenda. Pour mettre ça en contexte, enfin la thèse, c'était 3 grandes parties. La première partie un petit peu descriptive, où j'essayais d'étudier les conséquences sociales et écologiques de la croissance économique, ce qui a donné lieu à la triple critique dont j'ai parlé plus tôt. La deuxième partie, c'était un petit peu explorer les mécanismes d'une économie post-croissance. Donc, j'avais parlé d'utopie économique. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait dans la deuxième partie. Et là, on parle vraiment de la troisième partie qui touche à la transition, où j'ai essayé de créer un espèce d'agenda avec des objectifs et des instruments qui permettraient justement d'enclencher certains changements pour aller dans la direction de la post-croissance. Donc, la propriété, pour moi, j'ai nommé 3 points clés. Donc, voilà, la prédistribution, la distribution, la redistribution. On va commencer par la redistribution, c'est celle qu'on connaît très bien. Et la décroissance, peut-être son originalité, c'est de dire que dans un monde, encore une fois, avec des limites écologiques et des limites sociales, ça c'est une hypothèse clé, des limites qu'on ne peut pas surpasser avec le progrès technologique, des limites qu'on peut assouplir, bien sûr, avec les augmentations de la productivité, mais qu'on ne peut pas faire disparaître, il va forcément y avoir des jeux à somme nulle. Et c'est pour ça que la décroissance approche la question des redistributions avec l'agenda un petit peu radical de dire il faut éradiquer la richesse. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a souvent vu voilà, dans la littérature des croissances, de dire qu'il faudrait avoir des minima et des maxima. Donc la logique des minima, on la connaît bien, on a un salaire minimum, on a voilà, des prix planchers pour certaines marchandises, voilà, des choses comme ça. La décroissance ajoute, il faudrait ajouter des maxima aussi, donc un salaire maximum, voilà, des taxes sur la richesse, comme Piketty l'a proposé, rien de très extravagant ici. Aussi des planchers plus divers, et là on aura sûrement l'occasion d'y retourner, que des planchers de revenus, c'est-à-dire des planchers d'accès direct à des ressources, parce que, encore une fois, on verra que le paradoxe de la décroissance, c'est vu qu'elle vise à une certaine démarchandisation de certains secteurs de l'économie, et ça ne suffit pas en fait de dire on va donner un revenu universel à tout le monde, et comme ça, ils pourront tous acheter ce qu'il faut pour satisfaire leurs besoins. Non, il faut parfois avoir des raccourcis, se dire, au lieu de générer du revenu pour satisfaire les besoins à travers l'achat de marchandises dans des entreprises lucratives, on va directement organiser l'accès à des ressources, que ce soit une organisation à travers les communs, ou une organisation étatique. Donc, c'est pour ça qu'on a des mix un petit peu. La dotation inconditionnelle d'autonomie, ça c'est Vincent Liéger, vous en a sûrement parlé. À l'international, elle n'est pas très connue, malheureusement. On parle plutôt d'Universal Basic Services en Grande-Bretagne, mais vous voyez un petit peu l'idée, voilà, c'est de garantir l'accès à un logement, l'accès à la nourriture. Donc, en France, on parle de sécurité sociale et alimentaire. Vous savez qu'à Paris, on a commencé à plafonner les loyers. Ça fait partir des choses comme ça, de se dire il faudrait que tout le monde ait accès à certains types de biens, et cela sans regarder le revenu, quoi qu'il gagne en termes de revenus. Donc ça, c'est l'aspect redistribution de la richesse qui est déjà là. Donc ça, bien sûr, ça ne va pas créer de la richesse extrait. C'est juste, on vient déplacer une richesse en termes de possession et d'argent qui existe déjà dans l'économie. Ensuite, il faut penser distribution, c'est-à-dire la richesse qui est créée aujourd'hui, qui sera créée dans le futur, voilà, qui se passe beaucoup dans les entreprises, la valeur ajoutée quand on va venir produire quelque chose. Et là, c'est de se dire, la question, encore une fois, c'est vu que j'avais parlé du caractère permanent d'une transition décroissante, là, on se rend compte aujourd'hui un petit peu quand même de l'insoutenabilité sociale des inégalités. Donc, quitte à designer, on va dire, une économie du futur, autant designer une économie où, justement, on ne va pas recréer des situations insupportables d'inégalité. Une façon de faire ça, c'est de démocratiser un petit peu, on va dire, le fonctionnement de l'entreprise et d'assurer une meilleure distribution de la richesse créée au niveau des entreprises. Alors ça, encore une fois, on n'invente rien. C'est quelque chose en France. En France, si je me souviens bien, la dernière fois que j'ai regardé, on a environ 1000 SCIC, là, les sociétés coopératives d'intérêt général, ou aussi les SCOP,
ou d'autres entreprises qui font partie de l'économie sociale et solidaire, où il y a certaines barrières légales, où par exemple un certain pourcentage des profits doit être réinvesti dans l'entreprise, un certain pourcentage des profits doit être dilué dans les parts des personnes qui travaillent dans le cadre des coopératives, ou doit être investi dans une fondation associée à l'entreprise qui participe, qui a des œuvres caritatives, des choses comme ça, en fait, pour éviter, on va dire, en gros, c'est de tourner le volume des impératifs à la croissance, et la recherche du profit dans les entreprises en compétition sur des marchés, c'est une des impératifs à la croissance. Chaque entreprise qui essaie de faire un profit, si on met les 4 millions d'entreprises qu'on a en France, macroéconomiquement, on va avoir de la croissance économique la plupart du temps. Donc là, c'est pour ça qu'on essaye au sein de l'entreprise de faire en sorte que la richesse soit mieux distribuée et d'essouffler un petit peu on va dire, les fast and furious startups qui dégagent beaucoup d'argent, mais où cet argent se retrouve très vite dans les poches de quelques entrepreneurs en dehors de l'économie. Donc la troisième, c'est la prédistribution, c'est la plus compliquée. Parce que bien sûr, l'économie, moi je suis économiste écologique et économiste féministe dans les cadres d'analyse que j'utilise. Donc quand j'étudie l'économie, je ne pense pas argent. Argent, c'est une étape intermédiaire dans la chaîne de la valeur. Moi, quand je regarde l'économie, les 3 sources fondamentales de la valeur, c'est le temps, l'énergie et la matière. Donc voilà. Donc là, quand on parle prédistribution, il faut regarder toutes les sources potentielles de temps, d'énergie et de valeur. Et là, il faut se demander quel accès ont les gens à ces ressources potentielles. On peut voir, par exemple, que certaines ressources naturelles peuvent être facilement accaparées parce qu'elles peuvent être achetées, d'autres moins parce qu'elles sont peut-être protégées par la loi, parce qu'elles sont dans un parc naturel ou je ne sais pas quoi, quelque chose qui va en fait faire en sorte que cette ressource spécifique ne peut pas être mobilisée dans une production pour une entreprise. Donc là encore, c'est des questions de prédistribution pour être sûr que d'une part, certaines choses qui sont de propriété, on peut dire, commune, ne deviennent pas propriété privée, et aussi que voilà, les choses qui deviennent propriété privée, il y a aussi certaines limites en termes de génération d'inégalités. Voilà, en économie, c'est classique, hein, c'est les rentes. Moi, dans la thèse, j'explique, j'ai une note de bas de page. Voilà, quand je suis allé me faire une nouvelle couronne, j'ai payé 7 fois le prix plafond public pour cette couronne là sur une prémolaire qui a été définie parce que c'était la première année où voilà, on a un plafonnement des prestations dans le dentaire. Certains dentistes n'ont pas encore à l'appliquer parce qu'ils ont 3 ans pour se retourner. Là, on voit bien, c'est une question de rente. J'avais même fait un petit calcul avec les coûts de production et les compétitions qu'ils avaient. On se rend compte qu'il y a une partie de cet argent qui est généré juste parce qu'il peut être généré. Et ça, encore une fois, si on a des gens qui sont en compétition pour créer des rentes, ça crée des impératifs à la croissance, et surtout celle-là, des impératifs à la croissance qui se traduisent directement par une augmentation des inégalités. Merci beaucoup. Mais remettre en question la propriété, cela ne nécessite pas de remettre en question le modèle de l'actionnariat et de l'entreprise possédée par les actionnaires. Et comment on fait pour obliger les propriétaires à lâcher un peu de lest. Et parce qu'on a vu avec ce qui s'est passé hier aujourd'hui avec Emmanuel Faber, PDG de Danone, qui a perdu son poste, que les actionnaires ne sont pas prêts. Alors déjà, il y a très peu d'entreprises qui suivent le modèle de l'actionnariat. Encore une fois, si on retombe sur les 4 millions d'entreprises en France, la plupart, c'est des petites entreprises. Donc, moi, encore une fois, je n'ai pas de mal à imaginer que les grands groupes qu'on a en France, c'est environ 300 entreprises, pourraient très bien, dans une économie alternative, être scindés en plein de petits groupes, ou si on avait au sein de ces petits groupes une démocratie d'entreprise dans le modèle on appelle ça en anglais, du multi-stakeholdership. Donc, de dire que dans les conseils
comment on appelle ça en français, les conseils d'administration, je ne sais pas, voilà, les governance council, et ben, on aurait les actionnaires, les actionnaires, les investisseurs, il y aura aussi des représentants pour les salariés, des représentants pour les consommateurs, des représentants pour les NGO, des représentants à la municipalité publique locale, des choses comme ça, et on prendrait ces décisions-là, et ça viendrait un petit peu diluer le pouvoir qu'ont aujourd'hui les actionnaires, surtout dans les grands groupes. Alors, bien sûr, là, on pourrait dire, est-ce que j'évite un petit peu la question de comment le faire? Il y a des modèles. Il y a un modèle qui marche assez bien, c'est celui où on vient diluer justement la part des actionnaires. On la dilue relativement parce que toute la nouvelle richesse créée, en fait, une partie du profit est attribuée en part pour voilà, ce nouveau actionnariat salarié, on va dire. Donc, sur le long terme, ça dilue un petit peu, ça crée un petit peu de pouvoir de négociation, mais ça va être très lentement. Moi, dans la thèse, je suis un petit peu plus direct. Encore une fois, c'est la pensée d'un économiste théorique qui s'assoit sur une chaise et imagine ce qui pourrait advenir. Mais moi, je pense qu'il va falloir, de la même manière qu'il y a une gestion des fusions et acquisitions entre entreprises, il va falloir se poser la question du contraire de la fusion, donc voilà, de faire des scissions d'entreprises, parce que certains groupes ont atteint une échelle qui ont une échelle où, en fait, où on ne peut plus avoir cette espèce de démocratie économique qui, au moins dans la thèse, la façon que j'ai l'écrite, est complètement nécessaire pour que l'économie se retrouve réencastrée dans le social et l'écologique. Et encore une fois, ça, ce n'est pas un chantier extraordinaire. Si on parle de 292 entreprises en France, c'est énorme en termes, bien sûr, de revenus, en termes d'emploi, parce que ça constitue voilà, le gros, mais en termes de nombre d'entreprises, si on les ramène aux 4 millions, on a quand même l'entreprise type en France, c'est une entreprise qui est qui serait compatible avec une économie post-croissance. Et vous ne pensez pas qu'en divisant les grandes entreprises, on mettrait à mal la politique d'innovation, par exemple, de la France? Et parce que des coopératives de petite taille sont peut-être pas idéales elles sont idéales à une échelle assez locale, mais à une échelle nationale d'innovation, ce serait beaucoup plus difficile. C'est une bonne question. Deux pistes. Déjà, il faut regarder le rôle de l'État dans ces processus d'innovation. Là, si on regarde par exemple les chiffres de qui a financé les recherches sur le vaccin du Covid, on se rend compte, si je n'ai pas les chiffres en tête, mais si je me souviens bien, c'était à peu près la moitié qui venait de l'État. Donc ça, c'est quelque chose qui restera, enfin qui pourrait rester. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'a pas à partir. Après, il y a la deuxième piste de réflexion, c'est de se dire qu'un grand groupe n'a pas forcément des économies d'échelle en termes d'innovation. Et ça, les grands groupes s'en rendent compte. Moi, quand j'ai étudié justement des scissions qui se sont passées en vrai dans l'économie, c'était justement des grands groupes qui se sont rendus compte qu'ils s'étaient un petit peu encroutés parce qu'ils avaient atteint une échelle, ils avaient perdu un petit peu l'esprit de start-up où voilà, on innovait à fond. Et donc, ils décident justement de couper certaines de ces branches. Alors, bien sûr, ils gardent la propriété sur ces branches, mais ils les scindent en petites entreprises pour pouvoir réviver un petit peu la capacité d'innovation. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que de revenir à la petite échelle, ce n'est pas forcément un frein à l'innovation. Et vous avez des exemples d'entreprises qui se sont scindées et dont vous parliez? Alors, c'était il y a très longtemps, justement, là, pendant la question, j'essayais de me souvenir si je n'avais pas eu un bon exemple. Là, il y en a pas qui me revient en tête. Vous avez aussi parlé de la question des biens communs au sujet de la propriété. Comment on fait de manière globale pour gérer des biens communs? Parce que, par exemple, un économiste nommé Garrett Hardin avait théorisé, selon son article, la dédie des biens communs, que si on avait des biens communs qui étaient en libre accès et dont on pouvait se servir dans la nature sans règles spécifiques, on aboutissait à un épuisement de ses ressources, parce qu'on voit par exemple que son voisin prend ses ressources, du coup on se dit, lui il gagne de l'argent et pas moi, donc je le fais aussi, et au final, tout le monde consomme ses ressources.
comment on pourrait faire justement pour gérer de manière globale ou peut-être à une échelle locale ces biens-là? Là, c'est les travaux d'Elinor Ostrom, qui a reçu le prix Nobel justement pour sa théorie des communs. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Elinor Ostrom? Elle a passé toute sa carrière justement à étudier plein de gestion en commun de ressources et faire la différence entre ceux qui ne marchent pas et qui mènent à la surexploitation et ceux qui sont soutenables. Et elle en a tiré 8 règles de design. Alors, malheureusement, ça fait longtemps que je ne les ai pas lues, donc je n'arriverai pas à les ressortir de mémoire, mais on peut regarder assez facilement ça en ligne. Et en gros, ce qu'elle nous dit, ce qui fait la différence entre un commun qui marche et un commun qui ne marche pas, c'est l'organisation, c'est le design, c'est les institutions. Il y a des communs qui marchent, c'est les communs qui ont des règles, où les gens se parlent, ils ont décidé, il y a peut-être des punitions, il y a des règles d'accès, il y a des quotas, il y a du rationnement. Et les communs qui ne marchent pas, c'est des communs où c'est le Far West, free for all, où en gros, chacun fait ce qu'il veut sans se coordonner avec la consommation des autres. Et là, c'est vrai qu'on a tendance à voir ces communs s'écraser. Donc moi, aujourd'hui, en fait, pour comprendre un petit peu, il faut regarder les vrais communs qu'on a en général. En France, par exemple, moi, j'étudie beaucoup les monnaies locales. Les monnaies locales, c'est l'exemple parfait d'un commun. Voilà, on gère une ressource qui est une ressource monétaire, c'est-à-dire que voilà, on utilise une monnaie pour faire des échanges. Et il faut qu'on puisse tous continuer à utiliser cette monnaie. Et quand on regarde chaque monnaie locale en France, on se rend compte que derrière, il y a une association avec la plupart du temps, sous la forme d'une coopérative démocratique, avec des assemblées générales où on décide à quel taux d'intérêt, quel business peuvent venir dans la monnaie, est-ce qu'on doit réduire la quantité de monnaie, toutes ces décisions qui apprend, qui s'auto-étudie, qui change ses règles pour pouvoir perdurer dans le temps. Même chose pour d'autres communs qu'on étudie beaucoup en ce moment, c'est les jardins urbains. Voilà, des choses comme ça. Un jardin urbain, si on vient juste créer un jardin au milieu de Paris, sans règles, sans rien, sans association, et qu'on laisse juste les gens faire ce qu'ils veulent, je ne sais pas si ça va marcher longtemps. Après, s'il y a une association derrière, s'il y a une éducation, à chaque fois que quelqu'un vient, on explique les règles, si on peut s'asseoir une fois par mois et décider des règles, qu'est-ce qu'on plante, qu'est-ce qu'on peut prendre, des choses comme ça. On peut développer des pratiques et des institutions dans le terme sociologique, encore une fois. Et là, ça pourrait être un commun qui pourrait continuer à perdurer. Donc, moi, encore une fois, en bon chercheur des sciences sociales, il n'y a pas de miracle. Les institutions qui marchent, c'est des institutions qui sont réfléchies constamment, qui sont réexaminées, qui sont rediscutées. Et c'est d'ailleurs, pour moi, ma critique, en venant de l'économie institutionnelle du capitalisme d'aujourd'hui, c'est de dire qu'on a des institutions qui marchaient à un certain moment peut-être, qui aujourd'hui ne sont plus adaptées. Par exemple, la poursuite de la croissance définie comme l'augmentation du PIB, ça, c'était une institution, ça marchait peut-être au début du XXe siècle ou pendant des périodes de guerre, mais maintenant, l'institution du PIB, on pourrait quand même faire mieux, quoi. Là, on va bientôt célébrer les 100 ans de l'indicateur, on devrait le mettre au musée et passer à autre chose. Donc là, de la même manière que ce qu'on peut faire dans des communs, et là, si on revient un petit peu à cette hypothèse peut-être un petit peu anarchiste, qui traîne à droite à gauche dans la thèse, qu'à petite échelle, on a des capacités d'innovation qui sont peut-être plus outside of the box qu'à travers des grandes administrations institutionnalisées ou quoi. Et justement, si on arrivait à avoir une gouvernance décentralisée de pas mal de communs, ça nous permettrait d'avoir un potentiel d'innovation plus haut. Et quand je parle d'innovation, n'oublions pas l'innovation dans le sens anthropologique du terme, c'est-à-dire la capacité humaine à résoudre des problèmes, pas seulement à créer de la valeur de marché, à résoudre des problèmes et à créer de l'efficience sociale écologique, c'est-à-dire, encore une fois, minimiser l'usage du temps, de l'énergie et de la matière. Avant même de parler d'argent, de minimiser ça, arriver à satisfaire nos besoins en le moins de temps, d'énergie et de matière possible. C'est ça le but de l'économie après tout. Merci beaucoup, c'est très intéressant et on a pas mal de questions sur la propriété. On peut y parler des heures, je pense, mais il faut qu'on avance. Parlons du travail, si vous voulez bien. Quels sont, selon vous, les grands défis liés au travail qui nous attendent dans cette transition vers la post-croissance? Alors, travail aussi, j'ai résumé en 3 objectifs. Travailler moins, travailler mieux, ne travailler jamais. Alors, le travailler moins, on le connaît en France depuis les 35 heures et voilà tous les débats qu'il y a eu depuis les 35 heures. Moi, ce que j'essaie de montrer dans la thèse, c'est que travailler moins, réduire le temps de travail permettrait
de non seulement partager les emplois existants dans une période de transition, donc il ne faut pas oublier encore une fois, si la décroissance, c'est réduire la production et la consommation, sélectivement dans certains secteurs, ça veut dire que les emplois dans ces secteurs, il y aura de moins en moins d'heures de travail disponibles, par exemple dans l'aviation ou la construction automobile. Donc, en attendant que ces personnes qui travaillent aujourd'hui dans ces secteurs peuvent être redirigées vers d'autres secteurs, le partage de l'emploi, ça peut être une façon de minimiser le chômage. Ça, encore une fois, c'est rien de très original, ça se fait dans beaucoup de pays. La deuxième raison, elle est biophysique. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a une corrélation entre les heures travaillées et les pressions environnementales. Alors, encore une fois, ça c'est assez complexe pour comprendre pourquoi. Macroéconomiquement, c'est parce qu'il y a des effets rebonds et les heures travaillées dans certains secteurs, même des secteurs verts, ont des conséquences cachées dans des secteurs moins désirables. Mais si on arrivait à ralentir le temps de travail individuellement, c'est-à-dire que si chacun pouvait libérer quelques heures par semaine, on se rend compte avec les quelques études qu'on a empiriquement que ces personnes pourraient se permettre des pratiques, on va dire, qui sont moins intensives en utilisation d'énergie et de matière. Bon, c'est simple, hein, on le sait tous, si on travaille 80 heures par semaine et qu'on doit se rendre quelque part, on n'a pas le temps de faire du slow travel, il faut prendre l'avion, on n'a pas le temps. L'avion, en gros, on gagne du temps, mais qu'est-ce qu'on perd? On perd du pétrole, du budget carbone. Alors que de la même manière, si on arrivait à libérer du temps, on pourrait se permettre des modes de transport plus lents. C'est juste un exemple. Et la troisième raison, qui pour moi quand même est la plus importante, c'est encore une fois revenir dans le social. Si on veut réinvestir dans notre capacité reproductive, c'est-à-dire non seulement notre capacité à produire des marchandises qui ont une valeur sur le marché, mais notre capacité à résoudre des problèmes, encore une fois de l'innovation, notre capacité à produire de la convivialité, du lien social et de la valeur en général, pas seulement de la valeur financière, de la valeur écologique, de la valeur sociale, il faut libérer du temps. Moi, je le dis souvent comme ça un petit peu pour rigoler, c'est que si on ne discute pas justement le temps de travail aujourd'hui assez, ou même la décroissance, ou la transition vers un système autre que le capitalisme, c'est parce qu'on travaille trop et qu'on n'a pas le temps de le faire. Donc, si on veut, encore une fois, redesigner des institutions, il ne faut pas se leurrer, ça va demander du temps. Si on veut que ça soit démocratique, ça va demander encore plus de temps. Et donc, il faut réduire le temps de travail. Il faut ralentir un petit peu le temps qu'on donne à la sphère de marché pour pouvoir s'adonner à d'autres choses en dehors de cette sphère de marché. Le deuxième aspect, je vais passer très rapidement parce que c'est quelque chose qui n'est pas propre à la décroissance, hein, on le connaît bien, c'est l'idée de se dire qu'il faut se concentrer sur la qualité du travail. J'ai regardé un petit peu à l'époque les études entre PIB, croissance économique et qualité du travail. J'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais en comparant certaines situations, on voit que parfois, il y a une croissance économique qui est forte, qui crée beaucoup d'emplois, et ça, c'est célébré. Mais quand on regarde ces emplois, on se rend compte que c'est des emplois précaires, des emplois où les gens qui les pratiquent s'en plaignent. Alors ça, c'est le concept de bullshit jobs de David Graeber, des emplois inutiles. Et là, je dis inutiles, pas de l'extérieur, c'est-à-dire les gens qui les pratiquent le disent eux-mêmes que c'est des emplois inutiles. Donc là, on peut voir que la croissance économique, ce n'est pas un raccourci pour améliorer la qualité de l'emploi. Pour améliorer la qualité de l'emploi, il faut se concentrer directement sur la qualité de l'emploi, c'est-à-dire avec des lois, avec des cadres et, encore une fois, avec une démocratie au travail pour pouvoir en discuter, améliorer des règles. Encore une fois, si on voit le travail, une entreprise comme un commun, il faut pouvoir investir du temps en discussion pour pouvoir s'améliorer, prendre une distance critique, se dire, voilà, ça ne marche pas très bien et aller de l'avant. Et ici, moi, j'ajoute un petit peu quand même de dire que la qualité du travail, ce n'est pas seulement avoir une table de ping-pong, des vacances et une bonne mutuelle dentaire, mais c'est aussi avoir une relation épanouie avec la chose que l'on vient produire au travail. Donc, c'est pour ça ici que j'ai marqué des emplois socialement utiles et écologiquement soutenables. C'est-à-dire qu'on peut être très bien payé, mais travailler, je ne sais pas, à jeter du pétrole dans la mer ou un truc comme ça, ça resterait un problème. C'est une qualité dans ce travail qui serait problématique, peut-être pas individuellement, si on n'a aucun problème avec le fait de jeter du pétrole dans la mer, mais en tout cas, collectivement, il y aurait quand même un problème de qualité. Il faudrait changer la qualité de ce travail. Je ne sais pas, on verra, on en parlera un petit peu, appliquer par exemple des standards de non-harm, hein, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment dire en français, mais pour
pour faire en sorte qu'un travail ne devrait jamais nuire directement à la santé sociale ou écologique, par exemple. Et la troisième, là, c'est peut-être l'aspect le plus radical. Moi, que j'ai un petit peu… je suis allé chercher ça en économie anarchiste. C'est quelque chose qui existe depuis les années 80, le mouvement Fuck Work, hein, pour utiliser le jargon. Ils l'appellent comme ça. C'est de dire qu'il faut redéfinir la valeur du travail. Alors ça aussi, c'est quelque chose de très cher pour les économistes et féministes, c'est de se dire pourquoi est-ce que quelqu'un qui serait payé pour jeter du plastique dans la mer créerait de la valeur alors qu'un bénévole qui viendrait ramasser le plastique sur la plage ne créerait pas de valeur. Donc encore une fois ici, c'est de se dire on se détache de la définition abstraite du travail, abstraite dans le sens marxiste du terme, c'est-à-dire le travail est ce qui va venir générer une certaine valeur, et on se concentre sur le travail concret, c'est-à-dire la qualité du travail, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être créé dans le travail, à la fois le produit et les relations sociales qui vont être engendrées, la capacité d'innovation individuelle, l'éducation, l'épanouissement et le produit final. Donc ici, là, c'est le post-work, comme on appelle en anglais, c'est de se dire de défendre des modes de travail aujourd'hui qui ne sont pas considérés comme tels et encore une fois, de vider un petit peu. Aujourd'hui, on a beaucoup d'heures de travail, on a beaucoup d'investissements en termes de monnaie, donc de ressources et d'énergie, qui vont vers le travail rémunéré, salarié, destiné à produire des marchandises de marché dans les entreprises. Si on veut développer des autres secteurs de l'économie sociale et solidaire, ou même au-delà de l'économie sociale et solidaire, des choses qui ne sont pas du tout marchandisées, eh ben, il faut libérer du temps, des ressources. Et la première des ressources, c'est le travail. Donc voilà, bon là, je vais m'arrêter là parce que sinon, on n'aura pas le temps de faire le reste. Pour continuer sur le travail un tout petit peu avant de passer à la monnaie, comment vous pensez qu'on peut dépasser le tabou de la réduction du temps de travail? Parce on a vu avec les réductions à 39 heures puis à 35 heures que c'est un sujet de société très sensible. Et donc, réduire encore plus massivement le temps de travail, est-ce que c'est vraiment possible? Encore une fois, c'est possible si on regarde d'autres pays qui l'ont fait. Hein. Les Pays-Bas, c'est les champions mondiaux du temps de travail. Ils n'ont pas une productivité près du plancher comparé à la France. Donc, ils montrent bien qu'on peut avoir une économie performante. Même dans l'acceptation générale de l'économie dominante, même avec une réduction du temps de travail. Et même là, quand on regarde les études empiriques au sein des entreprises, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises en France qui font de la réduction du temps de travail à l'échelle mésoéconomique, parce qu'on se rend compte que les employés, quand ils sont mieux reposés, ils ont plus d'idées, ils sont plus productifs. Encore une fois, on augmente notre capacité d'innovation, notre capacité à résoudre des problèmes. Donc, je pense que même juste sur le facteur économique, on peut justifier la réduction du temps de travail. Après, on peut ajouter en dessus l'argument écologique et l'argument social. Pour moi, en tant qu'économiste, et c'est comme ça vraiment que je fais de l'économie théorique, pour moi, de la même manière que les économistes aujourd'hui regardent la boussole du PIB, c'est-à-dire qu'on fait un changement et on regarde qu'est-ce qui se passe sur le PIB pour voir si ça marche ou pas. Moi, je regarde le temps de travail. C'est-à-dire, je me dis, si on fait un changement et qu'on se rend compte qu'il faut plus de temps, d'énergie et de matériaux pour pouvoir satisfaire nos besoins après ça, ce n'était pas un super changement parce qu'on est moins productif, on est moins efficient. Encore une fois, l'économie, ce n'est pas compliqué, c'est améliorer notre efficience. Le problème de l'économie mainstream néoclassique, c'est qu'elle a défini l'efficience de manière trop narrow, alors qu'il faut définir une efficience qui soit à la fois sociale et écologique. Donc, de tous les changements que j'ai dans ma thèse, je pense que la réduction du temps de travail, c'est celui où, au moins quand je discute la thèse, qui est le plus consensuel. Alors, c'est vrai qu'en France, c'est un petit peu plus tabou, mais il faut se rendre compte que dans d'autres pays, c'est pas non plus aussi tabou. Et aussi pour se rassurer, on peut aussi regarder sur la longue durée l'évolution du temps de travail.
depuis que ça a été légiféré, voilà, au 19e siècle. Et moi, j'avais regardé justement si on ramenait le nombre de minutes ou d'heures qu'on gagnait chaque année. Et en fait, de dire qu'est-ce qui se serait passé si on avait continué comme ça tout le temps, si on avait chaque année, par exemple, de la même manière qu'on attend d'avoir 2 points de croissance, si on se disait on veut 2% de moins de travail chaque année. C'est ça notre but. Il faut qu'on organise l'économie, qu'on ait des gains d'efficience, du progrès technologique pour pouvoir moins travailler. Je trouve que ce serait quand même une belle économie, non? Parce que là, on reconnecte un petit peu avec l'économie politique des philosophes comme John Stuart Mill ou John Maynard Keynes, qui disait que l'économie, à la fin, c'est quelque chose d'assez chiant, quoi. C'est pragmatique. On satisfait nos besoins, on va produire des trucs, mais à la fin, il y a des choses, la plupart de ce qui nous rend heureux et épanouis en tant qu'être humain se passe en dehors de l'économie. Et donc, comme Keynes l'écrivait déjà en 1930 dans son petit texte, la Economic Possibilities for Our Grandchildren, où il décrivait le fonctionnement de l'économie dans 100 ans. Il disait, voilà, on travaillera 15 heures par semaine et ça suffira pour produire les choses. Et le reste, eh ben, on discutera, on débattra, on fera du sport, on fera de la musique, des choses comme ça. Pourquoi ce n'est pas arrivé? Parce que nous avons décidé de produire et consommer plus. Donc là, on voit bien la connexion un petit peu avec le consumérisme, le productivisme, la croissance. Et si justement, on se permet de se poser l'hypothèse un petit peu utopique, si on avait fait un choix différent, le choix peut-être d'une certaine frugalité, le choix d'un partage des richesses existantes, combien d'heures est-ce qu'on pourrait travailler aujourd'hui pour pouvoir satisfaire nos besoins? Vous avez parlé aussi de la question de l'argent, de la monnaie. Par exemple, vous avez évoqué les monnaies locales. Comment on pourrait repenser notre rapport à l'argent en lien avec la décroissance? Est-ce qu'il faudrait moins d'argent ou plus d'argent? Comment il faudrait repenser l'argent? Est-ce qu'il faudrait donner une valeur monétaire, par exemple, à la biodiversité pour qu'elle soit plus valorisée dans l'économie actuelle? Ou au contraire, est-ce qu'il faudrait qu'on pense moins en termes d'argent pour valoriser toutes les activités qui ne sont pas valorisées par l'argent, comme vous parlez par exemple euh, des relations de la vie de tous les jours, quand on s'occupe des enfants, quand on aide ses voisins, quand on fait preuve de solidarité, etc. Donc, quelle est votre vision de l'argent et quelle serait cette vision en lien avec la décroissance? Et ben donc, le slide. Voilà, alors monétiser, que ce soit les relations sociales ou la biodiversité ou quoi que ce soit, c'est risqué dans l'optique décroissante parce que moi, en tant qu'économiste écologique et économiste féministe, je pars de l'hypothèse, encore une fois, une hypothèse à la fois théorique, mais aussi basée sur une observation empirique, que souvent, quand on vient marchandiser quelque chose et le monétiser, eh ben, ça mène à une certaine accélération de son usage et souvent, ça dégénère ça amène une détérioration de cette chose qu'on avait essayé de protéger à travers la logique de la marchandisation. Encore une fois, ça encore, Elinor Ostrom nous l'a dit. Il y a des communs qui marchent très bien sans monétisation parce qu'ils utilisent des quotas, par exemple, parce qu'ils n'ont pas besoin de monétiser, parce qu'ils utilisent des communs qui sont liés à des droits intrinsèques. Donc, on ne parle pas de quantité, mais plus de qualité, de santé, voilà, d'une forêt, des choses comme ça, parce qu'il y a des aspects spirituels de l'esprit de la forêt, des choses comme ça, un petit peu type buen vivir, qui font que le commun marche bien. Donc, déjà, il faut se rendre compte que le choix de monétiser, c'est un choix parmi beaucoup de choses d'autres. Après, quand même, aujourd'hui, on a juste le choix de monétiser ou pas monétiser. Moi, j'aimerais bien ouvrir un petit peu l'éventail des possibles et se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas créer différents types de monnaies? Des monnaies qui seraient mieux adaptées à certains secteurs, à certains types d'échanges et d'autres monnaies qui seraient mieux adaptées. Encore une fois, ça, ce n'est pas une idée de magicien, hein, c'est quelque chose qu'on fait déjà en France depuis longtemps. Il y a une trentaine de monnaies locales, des monnaies complémentaires, il y en a voilà, plusieurs milliers au monde aujourd'hui. C'est cette idée de se dire que certaines monnaies peuvent être des monnaies énergétiques, des monnaies liées à l'agriculture, on peut avoir des monnaies carbone, on peut avoir des monnaies temps dans les banques de temps. C'est en fait à chaque échange économique, à chaque service, sa monnaie spécifique. Et là, encore une fois, on reconnecte un petit peu cette idée institutionnelle d'auto-amélioration de l'économie et de se dire, bon, ben voilà, au lieu d'utiliser un instrument obsolète, c'est-à-dire voilà, l'euro pour toutes les relations économiques qu'on a, eh ben, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc là, c'est le premier but pour diversifier la monnaie. Et ça, après, bon, on peut rentrer un petit peu dans les détails pour se rendre compte pourquoi est-ce qu'on irait diversifier la monnaie. Est-ce que c'est juste
Moi, j'aurais tendance à dire que ça nous permet de faire des gains d'efficience sociale et écologique. Encore une fois, c'est l'une des institutions qui nous permet ça. Par exemple, si l'un des buts, c'est de relocaliser l'économie ou de garder une économie locale, de stimuler peut-être une localité, une municipalité qui n'arrive pas à retenir de l'argent national parce que l'argent s'y échappe ou quoi, une monnaie locale, ça peut être un outil pour faire ça. Après, si on veut faire de l'incitation à une certaine forme de consommation, ça, par exemple, on en parle beaucoup dans le cadre du revenu de base, enfin des revenus universels. Si on venait donner un revenu universel à tous les citoyens français aujourd'hui, dans une économie avec des effets rebonds, avec une monnaie générale et avec une culture du consumérisme quand même assez ancrée dans les esprits, et forcément, on aurait quand même des SUV, des télés, des trucs comme ça va rebondir dans des pressions, dans des consommations, des pressions environnementales. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas donner une partie d'un revenu universel en monnaie fléchée, des monnaies vertes, par exemple, on peut s'en servir pour acheter, je ne sais pas, que de l'énergie, de l'électricité durable, que du transport bas carbone, des vélos, des choses comme ça. Certains paniers verts, ça serait encore une fois une manière de faire des politiques économiques un petit peu plus ciblées qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec une monnaie générale. Après, ça, c'est vraiment le premier pilier, changer la nature de la monnaie. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce premier pilier, c'est qu'on vient encore démocratiser l'économie parce qu'on fait asseoir une communauté qui va se dire « je crée ma propre monnaie, comment je l'appelle, à quel taux d'intérêt, avec quoi on assure sa valeur, qui peut la posséder ?» Des choses comme ça. Et là, c'est encore une fois, on se rend compte, et pour moi, c'est vraiment l'idée clé de la décroissance telle que je l'étudie, on se rend compte que l'économie, elle est pleine d'institutions qui peuvent changer. Elles ont été construites socialement et donc elles peuvent être déconstruites socialement. Et parfois, voilà, ça peut y avoir un progrès si on arrive à déconstruire certaines institutions et les améliorer pour qu'elles soient plus efficientes de manière, encore une fois, sociale et écologique. Donc, diversifier la monnaie, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, on monte un petit peu en échelle, c'est de démocratiser l'investissement. Alors là, aujourd'hui, il faut comprendre un petit peu comment la monnaie est créée. Donc, là, 9 € sur 10 va être créé à travers l'émission d'un crédit dans une banque commerciale. Donc voilà, vous allez dans votre banque préférée demander 100 000 € pour acheter une maison. Ces 100 000 €, ils ne vont pas sortir d'un compte d'épargne de quelqu'un d'autre. Non, cet argent va être créé dans la nouvelle économie. Après, cet argent, il est créé avec un taux d'intérêt. Si c'est une banque commerciale à type lucratif, bien sûr, elles vont chercher à augmenter ce taux d'intérêt, encore une fois de manière compétitive sur un marché, mais c'est comme ça qu'on fait de l'argent quand on est dans la banque. Et donc, encore une fois, on va avoir cette logique où il va y avoir une rente sur les taux d'intérêt qui va créer une impérative à la croissance. Donc ça, c'est un problème. Donc, il y a plein de propositions pour aller au-delà de ce système et pour, on va dire, nationaliser ou communaliser, si on vient ensuite décentraliser un petit peu l'émission de monnaie dans des banques type économie sociale et solidaire qui ont des taux d'intérêt limités. Mais il faut réorganiser un petit peu l'émission de la monnaie. Et quitte à réorganiser l'émission de la monnaie, là, on se rend compte de quelque chose de très important. C'est que les banques privées aujourd'hui, c'est elles qui prennent la décision de vous donner de l'argent ou non. C'est-à-dire que voilà, si vous avez un projet ou quelque chose, elles décident, ça va créer de la valeur, ok, je prête. Ça ne va pas créer de la valeur, je ne prête pas. Encore une fois, macroéconomiquement, quand on fait ça, on se rend compte que la plupart de l'argent qui est créé, comme un aimant, il se fait attirer dans les secteurs à haute lucrativité. Et les secteurs à haute lucrativité, malheureusement, ce n'est pas des secteurs à haute teneur en création de valeur sociale et écologique. C'est souvent l'extraction des ressources naturelles, c'est souvent la finance, dont la partie spéculative, c'est souvent l'immobilier. C'est des choses qui ne sont pas super socialement utiles dans le sens où ça ne va pas faire augmenter l'espérance de vie, le bien-être subjectif, la liberté au travail, toutes les choses comme ça qu'on peut considérer un petit peu comme les indicateurs de la prospérité d'une société moderne, ça ne va pas les changer. Donc, si on arrive à changer la façon dont on crée la monnaie, on peut aussi changer les critères qui nous permettent d'investir à droite, à gauche. Et encore une fois, ça nous permet de réintroduire cette idée du pluralisme des valeurs, de se dire, il faut qu'on crée non seulement de la valeur économique, mais aussi de la valeur sociale et de la valeur écologique. Et quoi qu'on fasse, il faut toujours qu'on jongle avec les trois.
Aujourd'hui, on ne crée que de la valeur financière, enfin au moins on se focus là-dessus, et on fait ça aux dépens de la valeur sociale et écologique. Donc, il y a un transfert. Nous, ce qu'il faut, c'est arriver à créer des trois. C'est un petit peu voilà, l'idée du développement durable, hein, de pouvoir continuer à créer une valeur, à satisfaire nos besoins de manière satisfaisante, sans venir détériorer soit le tissu social, soit la santé écologique. La troisième, elle est encore plus spécifique, c'est lié à la finance. Une fois que cet argent il a été créé, donc par une banque commerciale, vous allez acheter votre maison, cet argent va être, il va être investi quelque part, ou il va être laissé dans un, je sais pas, dans un hedge fund, et donc il va circuler dans l'économie, il va faire des trucs. Et quand on regarde un petit peu ce que ces trucs font, et encore une fois, on pourrait se dire que de manière concrète, ce n'est pas super utile. Donc, il y a une grosse partie de la finance qui s'auto-entretient. Par exemple, voilà, on a bien vu les conséquences désastreuses que ça peut avoir, par exemple, la financialisation des mortgages et du milieu de l'habitation, hein, avec la crise des subprimes aux États-Unis. Mais l'idée, c'est de se dire, pourquoi est-ce qu'on fait autant de finances? Et là encore, c'est une histoire d'échelle. De dire, notre économie réelle, donc quand je dis réelle, c'est l'économie en termes de temps, voilà, d'énergie et de matière, il faut qu'elle soit encastrée dans son environnement social et écologique. Donc, c'est le tronc d'un arbre qui doit avoir des racines, voilà, à peu près durables. Mais la finance ne peut pas devenir plus grosse que l'économie elle-même, comme elle est aujourd'hui en termes de valeur. Il faut que la finance redevienne une institution concrète, par exemple, quand elle a été créée pour garantir les pertes en forme d'assurance, hein, par exemple la finance des commodités, des marchandises en agriculture. C'était pour ça, c'était simplement parce qu'il n'y avait aucune façon de les assurer. Et donc, on a créé des produits financiers pour se prévenir des risques. Donc là, encore une fois, il faut se détacher de l'abstrait, ne pas voir la finance comme une manière de gagner de l'argent, mais une institution qui doit avoir un but d'efficience sociale et écologique. Merci beaucoup. On va enchaîner sur les questions de démocratie. Comment est-ce qu'on pourrait réformer les institutions démocratiques et comment faire de la démocratie dans une transition vers la décroissance et dans une transition en catastrophe écologique? Alors, je vais tous vous décevoir. Moi, malheureusement, je ne suis qu'économiste. Donc, la question de la démocratie en elle-même, comme ça, dans sa généralité, ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment traité dans la thèse. Bien sûr, j'en ai traité des aspects, par exemple, la démocratie au sein de l'entreprise, la démocratie, je ne sais pas, quand on parle de l'organisation de certains communs productifs, des coopératives, voilà, des AMAP, des choses comme ça. La démocratie, en général, je ne saurais pas. Pour toutes ces petites unités productives que j'ai regardées, je me suis rendu compte que l'un des aspects clés, c'était quand même la taille. C'est-à-dire que pour qu'on puisse garder une certaine efficience sociale et écologique, donc l'efficience sociale et écologique, hein, c'est très connecté à l'innovation, il faut, pour qu'on ait une démocratie participative qui puisse fonctionner, il faut qu'on garde une certaine échelle. Alors, petite, il faut que ça soit petit, il faut qu'il y ait des liens sociaux qui existent pour que ce système puisse fonctionner. Donc, encore une fois, peut-être que ça nous donne, et ça, je connecte avec Ivan Illich, hein, qui est un penseur que j'ai beaucoup utilisé dans la thèse, où lui, Ivan Illich, lui-même, disciple de Léopold Kohr, Léopold Kohr, qui était aussi le maître à penser d'Ernest Schumacher, qui avait écrit Small is Beautiful. Donc, ces trois penseurs, ce qu'ils ont en commun, c'est de se dire que c'est une histoire de proportion. Et je pense que la démocratie, enfin, du moins son aspect économique, c'est aussi une histoire de proportion. C'est de se dire qu'il y a des échelles où certaines institutions marchent bien, et quand on les passe, si on est trop petit, ça ne marche pas, on n'a pas les économies d'échelle pour que ça soit soutenable. Et si on va au-delà d'un certain cas, on perd la capacité peut-être d'avoir capacité d'écoute avec l'environnement naturel, des choses comme ça. Donc, notre but en tant qu'économiste, ça serait pour chaque unité productive de se dire, c'est quoi l'échelle la plus efficiente à laquelle on peut satisfaire nos besoins sans dégrader notre environnement. D'accord, donc on voit que vous nous parlez de plus de démocratie participative et plus de démocratie directe d'en bas. Donc pour vous, si on devait planifier une décroissance ou un plan de transition,
ça doit venir du bas comme ça, ou alors il va falloir un peu d'autorité, ou alors de pouvoir centraliser pour pouvoir mener et planifier tout ça? Il faudra faire un petit peu des deux. Moi, j'aime beaucoup l'exemple des monnaies locales parce que les monnaies complémentaires, elles étaient illégales en France avant, il me semble, 2014. Là, encore une fois, elles existaient, elles s'organisaient, mais c'est juste qu'il n'y avait pas de cadre légal, il n'y avait pas de cadre administratif, c'était très difficile de les faire perdurer, il n'y avait pas d'assurance, c'était très difficile de les connecter à des banques. Et en 2014, il y a eu la loi sur l'économie sociale et solidaire, il y avait une section sur les monnaies locales qui a juste créé ce cadre. Et là, on voit l'embriquement du top-down et du bottom-up. Donc là, c'était le top-down, donc légiférer comme on légifère aujourd'hui, pour permettre l'expansion d'une énergie bottom-up. Donc après cette loi, il y a plein de nouvelles municipalités qui ont pu créer leur monnaie locale en utilisant ce cadre-là. Donc, moi, la façon dont je pense la transition, c'est cet imbriquement de plusieurs acteurs ensemble avec des phénomènes de bascule. Donc, encore une fois, la réduction du temps de travail, c'est quelque chose qu'il faut accompagner à bien des niveaux. C'est pas forcément à légiférer au niveau national. Il y a des secteurs qui ont des accords de réduction de temps de travail, et des entreprises qui font de la réduction de temps de travail, mais parfois, on a atteint certaines limites. Parfois, c'est des limites de soutenabilité financière, où là, on a besoin de la capacité étatique. C'est le cas aujourd'hui avec les subventions, par exemple, sur l'énergie renouvelable ou dans l'économie sociale et solidaire, pour avoir une certaine capacité d'investissement pour s'amener vers un futur où cette activité serait plus soutenable. Donc, moi, il n'y a pas de solution miracle sur cette question de la transition. C'est d'ailleurs le puzzle. Moi, je vois ça comme un Rubik's Cube en feu. C'est comme ça que je l'imagine. Il est en feu parce que, bien sûr, on a le changement climatique, on a le chômage de masse et toutes ces choses-là. Et on a aussi une transition très compliquée. Mais, encore une fois, moi, ma thèse, elle est assez pragmatique dans le sens où je suis allé chercher plein de choses que des gens avaient déjà fait, des entreprises, des particuliers, des groupes, des municipalités, des États. Et j'ai mis ça ensemble et je me suis posé la question, si on mettait tout ça ensemble, est-ce que ça ferait un système alternatif? La réponse que j'ai trouvée, je me suis dit, ah oui, ça ferait un système alternatif qui est assez intéressant et ça vaudrait le coup d'essayer. Encore une fois, d'essayer, quand je dis essayer, ça vaudrait le coup d'essayer, on ne va pas décider un jour d'essayer, on essaye tous les jours dans le sens où c'est des initiatives qui existent. La grande question qu'on a aujourd'hui, c'est de se poser, quelles activités économiques est-ce qu'on veut favoriser? Moi, je dirais que quelles activités économiques nous amènent plus proche de la post-croissance et quelles activités économiques, en fait, nous ralentissent dans le sens où c'est des activités qui restent un petit peu dans ce capitalisme à haute intensité écologique. Vous proposez d'adapter le slogan républicain « Liberté, égalité, fraternité » en « Autonomie, sufficiency and care ». Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors là, ça va être très difficile de faire rapide là-dessus parce que c'est une partie de la thèse assez incontournable. Donc, quand on fait du design un petit peu d'institution économique, il faut pouvoir faire la différence entre une institution qui marche et qui ne marche pas. Donc quand on fait de la recherche, il faut toujours annoncer ses hypothèses. Donc moi, je me suis dit, je vais choisir 3 valeurs qui vont être un petit peu mon compas moral pour pouvoir décider est-ce qu'une institution marche ou ne marche pas et comment on devrait la modifier. Après, j'ai décidé de les renommer comme ça parce que pour les rendre plus précis, parce qu'encore une fois, c'était dans le cadre d'une thèse, donc d'un travail scientifique. Donc là, je suis allé chercher des concepts, donc l'autonomie de Cornelius Castoriadis, qui est vraiment une définition spécifique de la liberté. Donc la liberté, il y en a beaucoup des concepts de liberté. L'autonomie de Castoriadis en est une. De la même manière, l'égalité, il y en a beaucoup. Moi, je suis allé chercher cette idée de sufficiency et l'idée encore plus de limitarianisme et de sufficientiarisme. C'est des concepts très moches en philosophie. C'est des règles de justice distributive. Et le soin, le principe du soin, ou plutôt on pourrait dire de sollicitude, peut-être en français ce serait plus joli, c'est une définition spécifique de la solidarité. Donc après, si on lit la thèse, c'est une partie assez longue où j'essaie de définir ça de manière précise. Encore une fois, c'est de la philosophie pour m'ancrer un petit peu dans mes débats. Mais là, pour vraiment
connecté à ce que j'ai dit avant. L'autonomie, c'est cette idée un petit peu c'est dans l'autonomie de Castoriadis, ça se connecte un petit peu avec l'existentialisme français, c'est-à-dire c'est cette capacité, c'est l'esprit critique plus la démocratie participative, en gros. Donc c'est un petit peu cette définition de la liberté. La sufficience, alors c'est une définition de l'égalité comme je l'avais définie avec des par paliers, donc avec des limites. Donc c'est ça l'idée du limitarianisme, hein, c'est voilà, d'avoir des limites et de venir chercher l'égalité au milieu, dans cette espèce de sweet spot. Là, Kate Raworth, elle a sa théorie du donut. C'est un bel exemple, voilà, d'une théorie qui se serait inspirée du sufficientarisme. Et le care, ça, je suis allé chercher ça, je voulais quand même une théorie de la solidarité qui ne soit pas seulement sociale, mais aussi écologique. De dire que ben voilà, si on organise une économie et qu'on devrait avoir une valeur de solidarité qui sous-base nos activités économiques, il faudrait que ça soit une sympathie qui soit à la fois sociale et écologique, où on chercherait à satisfaire nos besoins humains en créant le moins possible de nuisances pour nous autres, les humains du futur qui ne sont pas nés, mais aussi les non-humains. Donc, c'est un petit peu voilà, cette soupe que j'ai essayé de développer. Merci pour ces précisions et ces définitions. J'aimerais revenir sur le débat public en France, sur la question de la décroissance. Aujourd'hui, la décroissance, c'est un sujet qui est dans le débat assez mal traité, au sens où souvent on fait la confusion entre la décroissance et ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid, c'est-à-dire l'arrêt partiel de l'économie, chômage, etc. Et on peut voir ça, par exemple, même au sommet de l'État, quand Macron fait l'analogie entre les opposants de la 5G et les Amish, ou quand aujourd'hui le Premier ministre critique ceux qui émettent des critiques envers la loi climat qui est en train d'être discutée au Parlement, lorsqu'il critique ces personnes d'ayatollahs de l'écologie, entre guillemets. Comment pourrait-on faire pour rendre cette idée de décroissance plus acceptée dans le débat public et faire en sorte qu'on en discute en profondeur, un peu comme on est en train de le faire ce soir, pour éviter tous les amalgames qu'on peut trouver dans le débat public? Bon, alors, moi, ce que je me suis rendu compte, bien sûr, je garde un œil très ouvert à ce qui se passe. Déjà, il y a une situation assez intéressante, c'est qu'en France, on a ce joyeux tabassage conceptuel autour de la décroissance, alors qu'à l'étranger, c'est le contraire. On a une explosion d'intérêt sur le mot degrowth, commence à être cool, se fait récupérer par pas mal de grands médias, se retrouve dans des rapports européens, dans des rapports d'institutions internationales, se retrouve dans des discours voilà, de personnes au pouvoir politique. Mais c'est vrai qu'en France, ça ne passe pas. Donc moi, pour l'instant, encore une fois, j'essaye d'être le plus concret possible. Et si ça veut dire ne pas utiliser le mot décroissance, eh ben, soit. Si on veut parler voilà, d'efficience sociale écologique, si on veut parler de prospérité sans croissance, de post-croissance, au final, le label, on s'en fiche un petit peu. Hein. Ce n'est pas la guerre des marques. La grande question, on voit bien, et c'est ce que j'ai vraiment essayé de développer dans la thèse, la grande question, c'est une question fondamentale d'économie. Et dans ce cas-là, c'est une question qu'on la discute aujourd'hui déjà. C'est juste que j'ai essayé d'amener des concepts et des idées qui ne sont pas aujourd'hui présentes dans ces discussions de comment on organise une entreprise, la propriété, la monnaie, les échanges, les communs. Mais après, on n'a pas besoin de les labelliser décroissance, surtout en France, où à partir du moment où on labellise quelque chose décroissante, on devient tout de suite un amiche. Donc, peut-être l'aspect du langage. Et après, bon, moi, la deuxième chose que je vais dire là-dessus, et c'est là où je me concentre aussi, c'est qu'il faut être pragmatique sur les données scientifiques qui nous arrivent. Là, par exemple, en ce moment, on est en train beaucoup de gens au monde sont en train de revoir le dernier rapport du GIEC. Donc, moi, par exemple, je relis les parties sur le découplage, la croissance verte, voilà, des choses comme ça. Quand on a des nouvelles données qui nous arrivent, qui nous disent, bon voilà, cette stratégie qu'on a essayé depuis 20 ans ne marche pas, il faut évoluer et faire quelque chose.
Et quand il y a des gens, par exemple, qui critiquent la décroissance ou qui utilisent un petit peu ce petit abassage de la décroissance pour réaffirmer voilà, qu'il faut de la croissance verte, c'est gentil, mais ça ne va pas faire que la croissance verte va apparaître de manière magique, encore une fois, parce que ça, c'est des choses qu'on étudie maintenant de manière très précise. Donc, pour moi, cette espèce de pragmatique sociale et écologique, avec un choix sélectif des mots, peut-être que ça peut améliorer un petit peu la discussion. Bien sûr, l'attrait du mot décroissance, c'est que ça crée une nouvelle discussion. Ça, c'est pas mal non plus, parce que ça amène voilà, des gens qui ne se sont jamais posé la question ou qui l'approchent d'un autre angle. C'est un petit peu provocateur. Donc, je pense qu'on peut mixer un petit peu les deux. De temps en temps, utiliser l'aspect provocateur du mot pour créer des discussions quand il n'y en avait pas. Et d'un autre côté, être plus subtil le langage pour faire avancer les discussions qui existaient déjà. Merci. Vous utilisez plusieurs fois dans votre thèse le concept de convivialité d'Ivan Illich. Comment vous le définiriez pour ceux qui ne le connaissent pas, moi par exemple, et quel doit être son rôle dans la décroissance? Alors là, malheureusement, il l'a appelé convivialité. Alors Ivan Illich, il écrivait en anglais. Et en français, quand on pense convivialité, on pense apéro ou je ne sais pas, soirée entre potes, quoi. Le joie de vivre ensemble. Mais ce n'est pas du tout ça. Donc moi, je pense qu'Ivan Illich, j'aurais plus dû l'appeler la simplicité. Donc encore une fois, tous les ouvrages d'Ivan Illich, il a fait des ouvrages très concrets, un sur l'énergie, un sur la santé, un sur l'éducation, où il développe l'idée des seuils de contre-productivité. C'est-à-dire, au début, il y a des institutions qui sont simples, qui nous permettent de satisfaire nos besoins de manière optimale. Et parfois, ces institutions, on change de contexte, elles se complexifient, on a l'impression qu'elles s'améliorent, mais en fait, elles deviennent moins efficientes. Je donne un exemple. En 1975, dans un livre Energy and Equity, il fait le petit calcul. Il se dit, bon voilà, de la vitesse générale d'une voiture. Donc, il prend en compte la vitesse d'une voiture pour se déplacer de A à B, mais aussi le temps de travail nécessaire pour gagner l'argent de cette voiture, la nettoyer, machin, le temps passé dans les bouchons, la garer. Et il en déduit une vitesse générale qui est, je ne sais plus, de 16 km/h, soit la vitesse d'un vélo. Bon, après, ce n'est pas le calcul, c'est l'idée de se dire qu'une voiture, quand on est coincé dans un bouchon, ça nous distrait. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne nous permet pas de satisfaire nos besoins. Si le besoin était d'aller à A, un B, avoir une voiture à ce moment donné, c'est une institution contre-productive. Ivan Illich, moi, j'utilise un petit peu son concept de simplicité, encore une fois, pour checker nos institutions, comme le PIB, et de se dire que parfois, elles vont au-delà de la simplicité, elles se complexifient et deviennent contre-productives. Après, c'est vrai que Illich parlait beaucoup quand il utilisait l'aspect convivial, il parlait d'outils conviviaux. Il a beaucoup travaillé sur la technologie en général, c'est-à-dire voilà, les artefacts, les pratiques, les institutions qu'on vient créer pour résoudre des problèmes. C'était ça, sa définition très générale de la technologie. Il dit, voilà, il y a des outils technologiques industriels, administratifs, métaéconomiques qui ne fonctionnent pas du tout. Et il y a des alternatives, des outils plus simples et conviviaux, et qu'il a appelé donc des outils conviviaux qui marcheraient mieux. Donc voilà la différence entre le SUV à Paris et le vélo en bon exemple. Merci beaucoup pour votre réponse. On va vous poser une dernière question avant de passer aux questions du public peut-être qu'on peut dépasser de quelques minutes si ça ne vous dérange pas. On n'a pas encore beaucoup parlé on n'a pas vraiment parlé du constat de la catastrophe écologique et du constat scientifique qu'on fait maintenant. Et je voulais savoir comment est-ce que vous voyez la société française d'ici 2035, 2030-2040, et selon vous, dans quelle mesure on va résister à la catastrophe? Quand j'ai commencé la thèse, je pense que j'étais quand même plus pessimiste qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais quand même, quand j'ai commencé à étudier vraiment, à disséquer, on va dire, le squelette de l'économie française d'un point de vue un petit peu anticapitaliste, qui est celui de la décroissance, d'un point de vue critique, je me suis dit, je vais trouver une machine de mort du capitalisme moderne. Mais j'ai en fait trouvé
une diversité d'institutions, voilà, que ce soit des monnaies locales, le plafonnement des loyers, des systèmes, pas seulement en France, mais à l'étranger, voilà, les systèmes de logement à Vienne, les communs sur l'usage des semences, voilà, qui me font penser qui me donnent cette impression qu'aujourd'hui, on a tous les ingrédients dont on a besoin pour faire cette grande transition qui nous permettrait de faire face non seulement au changement climatique, mais au cataclysme écologique en général. J'ai l'impression aussi que c'est une discussion qui est de plus en plus mobilisée. Si on compare, encore une fois, quand j'ai écrit ce chapitre sur l'histoire de la décroissance, c'était des discussions qui apparaissaient vraiment de temps en temps dans certains cercles et qui s'essoufflaient vite. Aujourd'hui, c'est quand même une discussion qui reste sur la croissance économique et qui remonte dans pas mal d'institutions qui maintenant commencent à être de plus en plus critiques envers la croissance. Donc, j'ai bon espoir. En 2035, où on sera, j'en ai aucune idée. Je ne serai pas le premier économiste à essayer de faire des prédictions long terme. Alors, je ne vais même pas les tenter parce que là, ça ferait du mal à la profession. Mais je peux quand même vous laisser avec cet esprit optimiste les ingrédients sont là. Maintenant, encore une fois, c'est le Rubik's Cube en feu. Et se dire que c'est un Rubik's Cube, sa spécificité, c'est qu'on ne peut pas le résoudre individuellement. C'est assis sur une chaise, on peut faire des modèles, on peut faire des scénarios ou quoi, mais ils seront forcément simplistes comparés à la complexité de l'économie réelle. Et donc, il faut que les acteurs économiques réels, économiques dans le sens anthropologique du terme, se réunissent et viennent résoudre ce Rubik's Cube en feu, d'où l'aspect, là, on peut comprendre mon appel constant à la démocratie participative, parce que je pense que c'est la meilleure façon d'innover, de résoudre nos problèmes, donc le changement climatique. Merci beaucoup. On va passer aux questions du public. Pour commencer, on avait une question sur vos recherches et la portée de vos travaux. Vous avez écrit une thèse en anglais et vous dites que dans le milieu anglo-saxon, on parle beaucoup plus de décroissance qu'en France. Est-ce que dans le milieu académique et universitaire, vous avez du mal aujourd'hui à trouver des gens qui s'intéressent à vos travaux ou qui financent vos recherches? Comment se passe la recherche en France sur le sujet de la décroissance? Est-ce que c'est facile ou est-ce que vous avez même des personnes qui se posent à vous et vous empêchent de parler de ça? C'est simple, la recherche décroissante en France, il n'y en a pas. Donc, je ne pourrais même pas penser un seul département d'économie, un seul chercheur qui… Enfin, vraiment, il y en a deux, trois. Vous en avez déjà reçu, voilà, vous avez vu la plupart des gens. Il n'y a pas grand monde. C'est pour ça que là, moi, j'ai terminé la thèse. Là, je suis en train d'écrire un livre pour Flammarion, donc, qui sera en français. Donc, c'est pour ça que je suis encore en France. Mais mon postdoc, je repars le faire en Espagne. Voilà, Barcelone, l'université de Barcelone, c'est un petit peu l'un des centres de recherche spécialisé sur la décroissance. Malheureusement, en France, on n'a pas encore, il n'y a aucune université. S'il y a des gens, ils sont cachés, calfeutrés dans des départements d'histoire économique ou à droite à gauche, mais il n'y a vraiment aucun centre de recherche qui s'est dit on va vraiment explorer la décroissance et la post-croissance. Et c'est dommage. Après, ça évolue vite. Peut-être. Ma thèse a beaucoup été lue en France, beaucoup plus que… Enfin, j'ai été sollicité pour pas mal d'événements, de choses comme ça, après avoir écrit juste 2-3 articles en français. Donc, je pense que si, encore une fois, les gens se rendent compte que la décroissance, avant tout, c'est une discussion. La décroissance est une discussion intéressante parce qu'elle vient entremêler des concepts nouveaux qui peuvent stimuler notre capacité à résoudre des problèmes. Si c'est le cas, j'espère que les gens se rendront compte que ça vaut le coup d'investir dans la recherche sur des choses qui sont très concrètes. Moi, par exemple, mon projet de recherche, là, la chose que je vais explorer pendant mon postdoc, c'est comment financer les budgets publics et plus précisément les systèmes de santé, les systèmes de retraite dans des contextes de faible croissance économique. Donc là, on voit… c'est pas de l'anticapitalisme, c'est quelque chose d'assez concret. Et même qu'on soit pour ou contre la décroissance, vu qu'on est dans un contexte de stagnation séculaire, ou si on se retrouve dans une récession qui dure un petit peu, on est bien content d'avoir des institutions et des idées pour pouvoir continuer à financer les retraites et les services de santé sans croissance. Et là, gros hashtag pandémie quand même, parce que c'était là, on se rend compte que si on avait eu ces idées qu'on ait
une poignée de chercheurs à essayer de développer, les économistes décroissants, sur comment financer les systèmes de santé en période de récession. Si on avait pu développer cet agenda pendant 10 ans, je pense que ça aurait été très, très utile pendant la pandémie. Merci beaucoup. On avait une question de Marie Charras sur l'économie féministe. Est-ce que vous pouvez un peu développer ce que c'est? C'est étrange de mettre ensemble l'économie et féministe, enfin, ça peut sembler bizarre. Et est-ce que vous pouvez développer et éventuellement proposer une bibliographie à ce sujet? Alors oui, justement, je vais retourner parce que il y a beaucoup d'ouvrages en anglais. Malheureusement, en français, il n'y a pas grand-chose, mais je crois que c'est l'année dernière. Est-ce que je le retrouve? Non, impossible. Je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas à ma bibliothèque d'ici. Mais il y a eu Introduction à l'économie féministe, il me semble, qui a été publié en français l'année dernière. Je peux partager, si vous voulez, après dans le chat, je mettrai deux, trois titres. Mais l'idée de l'économie féministe, qui est une école de pensée hétérodoxe qui a été créée dans les années 90. Donc, je dis école de pensée hétérodoxe parce qu'en sciences économiques, on a 7 écoles de pensée. Bon, l'économie néoclassique, on connaît, mais aussi l'économie marxiste, autrichienne, écologique. Et l'économie féministe, c'est la dernière en date, créée dans les années 90 par des gens des économistes qui se sont rendus compte qu'encore une fois, ce que le PIB mesurait, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg et qu'en dessous, il y avait plein d'activités non salariées, non rémunérées, non marchandisées, non monétisées qui étaient nécessaires au fonctionnement de l'économie. Donc, en tant qu'économiste, nous, vu qu'on essaie de comprendre le fonctionnement de l'économie, si on regarde juste la partie émergée de l'iceberg, on ne va pas très bien comprendre. Donc, l'économie écologique, les féministes, a développé plein de concepts pour pouvoir comprendre un petit peu les interactions entre l'économie monétaire et tout ce qui se passe un petit peu dans son ombre. Ça, c'était dans les années 90. Ça a beaucoup commencé avec les indicateurs. Par exemple, le développement des budget-temps, qu'on utilise beaucoup en sociologie, mais pas beaucoup en économie. Encore une fois, si on veut comprendre un petit peu la productivité sur le long terme, il faut prendre en compte la relation qu'on a au temps, les phénomènes de burn-out, les phénomènes de richesse de temps, d'anxiété liée au temps, des choses comme ça qui influent beaucoup sur notre productivité. Et ça, les économistes néoclassiques, ils le regardent. Donc, il y a beaucoup de choses à dire parce que chaque école de pensée hétérodoxe propose un cadre presque complet en gros, c'est une différente paire de lunettes. Chacune de ces écoles nous permet de regarder l'économie d'une perspective différente. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, et je ne suis pas le seul à parler de pluralisme de l'éducation en sciences économiques, c'est si on veut devenir des économistes généralistes qui soient capables d'innover, de se dire « Ah ben là, cette institution ne marche pas, qu'est-ce qu'on a comme option ?» C'est pas mal d'avoir plusieurs cadres en tête, de dire comment comprendre le travail d'un point de vue d'économie féministe, comment comprendre le travail d'un point de vue d'économie néoclassique, parfois faire des mix d'un point de vue d'économie écologique, et ça améliore notre capacité à résoudre des problèmes. Je vais juste rajouter quelque chose sur l'économie féministe, parce que quand même, dans l'économie féministe, il y avait aussi une grande portion de féminisme, et c'est là où ça s'est joint un petit peu avec l'anticapitalisme, de se dire que le capitalisme était un système très patriarcal parce qu'il venait donner plus de valeur aux activités qui étaient en pratique plus masculines, donc pratiquées par les hommes, qu'aux activités qui étaient plus féminines, tout simplement parce que au début, les femmes n'avaient pas accès au travail, et même aujourd'hui, l'activité rémunérée, le plein temps, et même les salaires, il y a des inégalités de genre. Donc, dans l'économie féministe, ce n'est pas seulement une paire de lunettes pour mieux comprendre l'économie, de la même manière que l'économie écologique, ce n'est pas juste une paire de lunettes pour mieux comprendre comment on détruit l'environnement. Il y a aussi des hypothèses normatives, comme je les ai développées un petit peu, vous me souvenez, avec ces 3 concepts de suffisance, de sollicitude, d'autonomie. Donc, chaque école de pensée ramène un petit peu son agenda, et l'agenda de l'économie féministe, que j'ai complètement intégré dans ma thèse, c'est l'égalité des genres. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, cette fois-ci de Jérémy Cave. Qu'en est-il de l'échelle à laquelle mettre en œuvre la décroissance? L'échelle des États-nations existants est-elle la plus réaliste pour envisager ce type de mutation? Vous avez parlé d'échelle locale et du rôle de l'État-nation pour faire la jonction entre le bottom-up et le top-down, mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait utiliser aussi l'Europe ou la mondialisation ou au contraire les villes, je ne sais pas. Moi, je suis souvent ramené à l'échelle de la ville. La ville, c'est
c'est une belle unité économique pour non seulement comprendre comment l'économie fonctionne aujourd'hui, mais aussi pour planifier et qui nous permet vraiment de comprendre l'économie dans son intégralité, dans son interaction avec l'économique et l'écologique et le social. Donc, je dirais, quand j'imagine une économie post-croissance, qui sera quand même relativement localisée, l'échelle de la ville sera primordiale. Après, bien sûr, aujourd'hui, si on veut remplacer le PIB par des indicateurs alternatifs, comme l'a fait la Nouvelle-Zélande avec les budgets bien-être, bon, bah, ça, c'est des choix étatiques. Hein. Si on veut interdire l'obsolescence programmée, comme la France l'a fait en 2016, bon, bah, ça, on ne le fait pas au niveau de la municipalité. Mais à côté de ça, il y a des municipalités qui peuvent avoir des marges de fonctionnement plus amples, comme Grenoble. On se souvient quand Grenoble a interdit les publicités en extérieur, qui était quand même un acte fort contre le consumérisme. La décroissance, dès le départ, c'était un slogan qui a été mobilisé par des gens anti-pub, anti-consuméristes. Donc, si quelque chose, on voit à Grenoble qu'on enlève les pubs et qu'après, on se rend compte 10 ans après, ça a bien marché, ça inspire d'autres villes, ça peut devenir une législation nationale. Après, quelque chose qu'on a fait en France sur l'obsolescence programmée, peut-être que ça peut devenir une législation européenne. Donc, il peut y avoir des mouvements encore bottom-up qui vont à chaque fois de cette échelle. Une entreprise qui a créé quelque chose de super chouette dans une ville peut être soutenue par la municipalité, peut être découplée, peut être répliquée dans une autre localité. Mais il y a aussi des mouvements du haut vers le bas, surtout en ce qui concerne le financement. Hein, ça, c'est toutes les questions sur le budget européen. Et surtout ce qui concerne le rationnement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le rationnement du carbone, si on a un budget carbone, que aujourd'hui un concept qui est bien accepté, économiquement, il va falloir qu'on intègre cette notion du budget carbone dans l'organisation de l'économie. Et pour moi, donc là, ce qu'on a essayé de faire pour l'instant, c'est à travers les taxes carbone, qui est un outil qui marche de temps en temps et qui a certaines limites, mais qui n'est pas l'outil le plus efficace, en gros, pour être sûr qu'on ne dépasse pas un budget spécifique. Et là, si on veut faire du carbon budgeting, là, il faut commencer vers le haut avec un budget général et ensuite descendre à l'échelle de l'État-nation, la région, la municipalité, les entreprises, les ménages. Donc, il y a des mouvements du haut vers le bas et ça dépend vraiment de quel changement on parle. Et comment vous pensez l'articulation entre le haut et le bas? Il y a une question de Maxime qui demandait si le modèle du confédéralisme démocratique de Murray Bookchin était pertinent pour gérer une décroissance planifiée et à l'échelle assez large. Complètement, 100%. Moi, j'ai beaucoup été inspiré par Murray Bookchin que j'ai beaucoup lu pendant la thèse, et je dirais que son libertarianisme municipal correspond parfaitement à, on va dire, l'utopie de l'économie démocratique ou de la démocratie économique plutôt qu'on voit dans la décroissance. Un autre modèle qui est exactement le même que celui de Bookchin, mais qui vient d'Inde, de l'économiste en chef de Gandhi, Joseph Cornelius Kumarappa, il s'appelait, qui avait publié L'économie de la permanence dans les années 40 ou quelque chose comme ça, il me semble. Où pareil, il développe cette idée de gouvernance économique décentralisée, où la plupart des décisions sont prises à l'échelle de la ville ou même à l'échelle du quartier, mais on a aussi, avec cette démocratie directe, on a aussi des institutions de démocratie représentative pour que chaque quartier soit agrégé au sein d'une communauté, qui soit agrégé au sein d'une communauté de communautés, qui soit agrégé au sein d'un État-nation. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment, il ne faut pas décider entre démocratie directe et démocratie représentative. Il faut se dire, bon voilà, on a une démocratie représentative qui a certaines limites pour certaines choses, et on peut avoir des problèmes qui seront mieux résolus si on utilise la démocratie participative. Mais oui, Murray Bookchin, 100%. La seule différence, bien sûr, c'est que le bon vieux Murray, il était quand même bien optimiste quant à notre capacité de créer des technologies qui puissent résoudre tous nos problèmes. Donc, moi, c'est pour ça. J'aime beaucoup Murray Bookchin, mais je prends un petit peu le pragmatisme d'Ivan Illich, où Ivan Illich avait plus de conscience écologique, je pense, de se rendre compte que le progrès technologique, très souvent, c'est un déplacement en fait d'énergie et de matière qui existe déjà ou de temps qui existe déjà. Ce n'est pas juste du bonus pour tout le monde. Donc moi, je fais du Murray Bookchin, mais avec la frugalité d'Ivan Illich ou aussi d'André Gortz en France. Merci. Je vais rebondir sur une question qui avait été posée pendant la conférence. Si la France seule ou la France avec quelques autres pays
font une politique de décroissance ou appliquent un plan de décroissance et que les autres États dans le monde ne le font pas, étant donné qu'on a des connexions avec tous ces pays, via la mondialisation par exemple, comment pourraient évoluer les relations entre les différents pays? Est-ce que la France aurait des conséquences négatives sur son économie ou comment ça pourrait se passer? Alors, ça dépend. Il ne faut déjà pas oublier qu'il y a beaucoup de l'activité économique de la France qui reste sur le territoire national. Après, bien sûr, et en termes d'organisation du commerce international, ça, c'est une grande question qui n'a pas beaucoup été traitée. Mais là, quand on commence à parler, par exemple, de taxation carbone, eh ben, il y a des taxes carbone aux frontières, il faut organiser ça. Donc, ça va être très difficile, en gros, pour un pays comme la France, de pouvoir continuer à vivre dans le capitalisme mondialisé si, bien sûr, elle va complètement dans une transition de décroissance, on démarchandise certaines choses, on relocalise de l'activité. Donc, c'est la question de, il va falloir penser en termes de commerce international, il va falloir aussi regarder en termes d'harmonisation de politique économique européenne. Je pense notamment à l'utilisation de l'euro. Donc, je pense que les autres pays d'Europe ne seraient pas super chauds si la France, d'un coup, disait bon, on a envie de faire une transition décroissante, mais on se rend compte qu'on a besoin d'une monnaie nationale pour faire ça. Donc, on a ramené le franc juste pendant 10 ans. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On l'utilise juste sur le territoire national. Là, il y aurait certains problèmes. On connaît bien, il y a des règles sur les dettes publiques, les choses comme ça. Donc, non, c'est une véritable question. Mais encore une fois, cette question, elle est un petit peu abstraite quand on pense à la décroissance sur le territoire national. Moi, franchement, en tant qu'économiste, je vois, quand je pense à l'économie française, je ne vois pas grand-chose. C'est quelque chose de très abstrait. Encore une fois, quand on regarde secteur par secteur, quand on regarde les emplois, quand on regarde l'utilisation de l'énergie, de la matière, machin, des choses comme ça devient tout de suite plus concret. On voit qu'il y a des secteurs qui sont organisés d'une manière complètement différente. L'économie sociale et solidaire, par exemple. Il y a des secteurs qui se sont complètement délocalisés. Et il y a des secteurs qui se relocalisent. Donc là, encore une fois, ce n'est pas du jamais vu. C'est des choses à organiser. Après, la question, c'est comment arriver à faire de la relocalisation économique sans tant dans des relations géopolitiques, cosmopolites, une logique d'interaction. Parce que, en gros, ce qu'on voudrait avoir idéalement, j'imagine, c'est l'aspect culturel de la globalisation sans son aspect économique, sans les aspects économiques de la globalisation qui viennent créer des nuisances sociales et écologiques. C'est ça, c'est un petit peu l'idée. Sur la question de quel genre de commerce international on aura après dans une société post-croissance, j'avais une section là-dessus que j'avais commencé pendant la thèse, mais ça fait malheureusement partie de beaucoup de sections que j'ai dû abandonner parce que je n'avais pas le temps de les finir, qui sera peut-être l'une des sections dans le livre que je fais en ce moment pour Flammarion qui devrait sortir en septembre. Donc, je repousse la question jusqu'à là pour avoir le temps d'y penser un peu plus. Ok, merci. Et je me demandais de la même manière qu'on peut se poser la question si la France fait une politique de croissance et pas les autres pays, que se passerait-il? En France, par exemple, si une ville décide de faire une politique de décroissance et pas les autres, comment on pourrait évoluer ses relations avec les autres villes? Est-ce qu'on aurait des inégalités entre les différentes villes françaises en fonction de leur plan de décroissance ou non? Déjà, il faut regarder quelles activités aujourd'hui génèrent des dégradations qui mènent ensuite à des inégalités. Donc, si par politique de décroissance, ça veut dire on arrête ou on ralentit les secteurs qui viennent créer des dégradations, là, on est plutôt dans le positif. Donc, on vient stopper des nuisances. Après, toutes les choses que j'ai décrites dans la décroissance, c'est-à-dire se focaliser sur le concret, sur la satisfaction des besoins, tout en minimisant un petit peu le débit biophysique. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas grand risque. Le contraire, il y aura un certain risque, la croissance verte, de se dire on va faire plus de trucs, utiliser plus d'énergie et de matière, mais ne vous inquiétez pas, on va faire en sorte que ça se passe bien. Là, ça peut déraper, mais quand tu dis on va en utiliser moins que ce qu'on a déjà utilisé dans le passé, donc on était là, on voit ce que c'est, à peu près, et on va faire en sorte socialement qu'on puisse satisfaire nos besoins là-dedans.
Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse dégringoler en cascade et d'avoir des guerres de municipalités entre croissance décroissante. Moi, quand je l'imagine, je le verrais plutôt de la même manière qu'aujourd'hui, on regarde la Nouvelle-Zélande qui est passée avec leur budget bien-être, et on va peut-être se rendre compte que ça leur fait prendre des décisions qui sont assez pragmatiques et de bon sens concernant leur gouvernance publique. Et certains pays vont se laisser tenter et vont dire, nous, peut-être aussi, comme en France, on a la loi SAS avec nos 10 indicateurs socio-environnementaux, peut-être qu'on va l'améliorer. De la même manière que deux municipalités feront la même chose, de dire, tiens, vous avez municipalisé les logements, vous avez un prix plafond, c'est intéressant, on s'est rendu compte que ça réduisait les inégalités, machin, peut-être nous, on pourrait le faire aussi, des choses comme ça. Juste pour être clair, c'est quoi le budget bien-être de la nouvelle... Le budget bien-être, c'est un indicateur alternatif au PIB. Je ne sais pas si... Il semblerait que là... Est-ce que je suis de retour? Oui, allez-y. Oui, c'est bon. Ouais, donc c'est un indicateur alternatif au PIB. Si je me souviens bien, la première alternative au PIB, c'est 1972. Le PIB il a été créé dans les années 30. Donc depuis 1972, il y a eu vraiment une batterie d'indicateurs alternatifs. Et vous connaissez sûrement le bonheur brut, le bonheur national brut. Alors là, ça, c'est un indicateur au bout de temps qui a été designé par des économistes écologiques qui vient mesurer en gros le bien-être subjectif. C'est des très longs questionnaires qu'on donne à toute la population et on vient agréger et on a une certaine mesure du bien-être d'un pays. Les budgets bien-être en Nouvelle-Zélande, c'est un petit peu la même chose. C'est quelque chose qu'on peut mesurer chaque année où il y a des mesures objectives de santé, de durée de vie, d'accès aux soins, je ne sais pas, de temps libre, des choses comme ça. Il y a des données subjectives de perception du bonheur et il y a des données de santé écologique. Donc, c'est ce qu'on appelle des dashboards indicateurs. Donc, dashboard, c'est l'idée un petit peu d'avoir un tableau de bord où il y a de l'économique, du social, de l'environnemental, et on évite de les agréger. C'est-à-dire ça ne devient pas un chiffre comme le PIB, mais ça reste un petit peu comme un indicateur d'araignée, quoi. Voilà, là, sur l'économique, ça augmente un petit peu, mais sur l'écologique, ça descend, sur le social, ça reste là, sur le culturel, on est là. Et je pense qu'on aurait tous intérêt, là encore, à améliorer nos indicateurs, à utiliser cette approche par le tableau de bord en termes de gouvernance publique. D'accord, merci beaucoup. On avait aussi une question dans le chat de Benoît Roland de Ravel qui demandait si vous aviez dans vos recherches analysé des précédents d'utopies similaires à la décroissance qui auraient été mises en application au cours de l'histoire pour montrer justement que la décroissance est possible. Encore une fois, c'est difficile parce que la décroissance, comme ça, c'est une idée abstraite. Si on parle d'organisation communale des ressources naturelles, oui, on peut trouver pas mal d'exemples. Si on parle de différents types, je ne sais pas pourquoi je pense aux guildes, un petit peu des coopératives de production. Il y a plein d'exemples à droite et à gauche. Si on pense par exemple à l'agroécologie, donc comment faire de l'agriculture sans fossil fuel. Et là, bien sûr, les chercheurs qui se focalisent là-dessus, il y en a pas mal dans le milieu décroissant. On regarde Cuba depuis l'embargo, où là, toute une économie se retrouve sans pétrole. Comment est-ce qu'on organise la santé, l'agriculture sans pétrole? On fait de la permaculture, on fait de l'agroécologie. Donc là encore, Cuba, c'est un très bon exemple pour apprendre l'agroécologie. De la même manière que on peut regarder des pays comme on peut regarder Vienne qui a Vienne, c'est la ville, la capitale européenne où les loyers sont le moins chers. L'habitation coûte le moins cher. Pourquoi? Parce que depuis des décennies, ils ont 60%, il me semble bien, de l'habitation à Vienne, c'est du logement social. Donc, c'est-à-dire c'est une gouvernance communale, politique. C'est du logement et le logement n'est pas devenu juste un secteur de l'économie libre où chacun fait ses prix. Et qui retombe un petit peu dans les limites du capitalisme, c'est-à-dire peut-être de créer ces impératifs de croissance, les inégalités, la dégradation écologique qui va avec. Donc, il faut aller piocher des exemples. On ne peut pas trouver malheureusement un endroit, un village, un pays qui est tout fait, parce que il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas. Moi, je parle, la plupart des monnaies locales, là maintenant, c'est des monnaies digitales.
Donc, ça, c'est des choses qui étaient inimaginables dans le passé. Il y a, par exemple, quand on parle aussi du peer-to-peer et des repères cafés, des choses comme ça qui échangent des modèles de design avec du common, de l'open source. Ça, c'est des choses qui sont nouvelles. Donc là, notre grand challenge aujourd'hui, je pense, en tant que chercheur en sciences sociales et d'innovateur institutionnel, c'est d'aller chercher des designs d'institutions qui marchaient dans le passé, de les ajouter avec des nouveaux designs d'institutions aujourd'hui et de voir si ça permet, dans certaines situations, d'améliorer notre capacité à satisfaire nos besoins. Donc là, ici, c'est important de dire ça parce que ça vient casser une certaine idéologie qui nous dirait que tout ce qui était dans le passé serait forcément moins bien que ce qu'on a aujourd'hui. Mais là, il faut se souvenir d'Ivan Illich et des seuils de contre-productivité. De dire qu'il y avait peut-être des institutions qui fonctionnaient à un certain moment, à une certaine échelle, dont on a perdu le design et qu'on pourrait retrouver. L'agroécologie en a un parfait exemple. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus du tabou de dire que, il va falloir retourner à des techniques ancestrales d'agroécologie pour pouvoir faire de l'agriculture sans pétrole. Merci beaucoup. On vous pose une dernière question pour conclure et on est désolé pour le public qui n'a pas pu poser toutes vos questions. Est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier conseil à nous donner? Est-ce qu'on doit se rebeller et se prendre en main pour mener des projets de descente énergétique, de descente énergétique et de décroissance concrète? Moi, je vais retomber sur la valeur de l'autonomie dans le sens de Cornelius Castoriadis, qui était grosso modo sur la définition de l'esprit critique de Socrate. On habite une société avec des institutions, donc, c'est-à-dire les institutions, c'est les règles du jeu de l'économie. Et je pense qu'aujourd'hui, notre génération, on n'a pas le luxe de juste d'être socialisé et de jouer le jeu comme les autres générations l'ont joué avant. Là, je pense qu'on s'est rendu compte que le jeu ne marche pas, ou au moins a des conséquences écologiques insoutenables, des choses comme ça. Donc, il va falloir d'une certaine manière le réformer. Donc là, c'est le début du chantier. On se rend compte que c'est très compliqué. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, le conseil que j'aimerais donner, c'est qu'il faut à la fois être pragmatique, très pessimiste dans le sens où il faut toujours penser au pire, parce que c'est ça notre rôle en tant qu'intellectuel aussi, c'est de prévenir le pire. Donc, être optimiste, c'est bien, c'est très, très bien, mais en défense du bien-être de la société, il faut parfois être pessimiste et se dire oui, peut-être qu'on n'aura pas de croissance verte et que ça va être désastreux, et dans ce cas-là, avoir des plans B. Et la deuxième, il faut donc avoir cette espèce de pessimisme au niveau de l'évaluation des choses, mais aussi cette espèce d'optimisme innovant. Et moi, c'était ça. Enfin, j'ai passé 4 ans et même plus. Là, ça fait 12 ans que je suis à l'université à faire de l'économie. Et je n'ai pas envie de perdre cette capacité d'innovation à pouvoir inventer l'économie de demain. Donc là, ça, c'est toujours un petit peu, on dit que les économistes, ils viennent juste étudier l'économie aujourd'hui et projeter dans le futur pour pouvoir prédire qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est une partie de notre travail. Et les chercheurs en sciences sociales, ce qu'on va faire aussi, c'est nous-mêmes nous projeter dans l'avenir et inventer des futurs que personne n'a inventés avant. Et je pense que quand on le vend comme ça devient tout de suite très excitant. Donc aujourd'hui, on est en demande d'idées imaginatives sur comment organiser l'économie. Donc, si vous en avez, c'est très bien, c'est le moment. Merci beaucoup. Donc, on va conclure cette conférence qui a été très enrichissante et très intéressante. Donc, merci à toutes les questions du public. Merci surtout à Timothée d'avoir participé à cette conférence et de nous avoir présenté les concepts de la décroissance. Vous pouvez retrouver cette conférence après sur notre chaîne YouTube, donc du cycle interécole Centrale Super Lake et HEC, dont Antoine a mis le lien dans le chat. Et on fera un post Facebook pour vous également. Et on va organiser la semaine prochaine une conférence avec Dominique Méda, qui est une sociologue à l'université Paris-Dauphine, sur pourquoi on s'est focalisé pendant tant d'années sur le PIB et pourquoi on n'arrive pas à se détacher de cet indicateur-là.
Donc, merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Et j'aimerais conclure sur une citation du président américain Franklin Roosevelt, qui disait, lorsqu'il a implanté le New Deal, que les seules limites à nos réalisations de demain sont nos actions d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à parler de la décroissance et de tous les sujets qui vous intéressent et de vous informer sur ces sujets-là pour que le débat avance. Merci à tous. Merci à tous, bonne soirée.